Bon retour à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au programme de cet épisode, le 24 avril, peut-on échapper au grand embrasement ? J'invite les gens à se départir d'une amitié ou d'une inimitié pour un physique, pour un personnage, pour il est mignon, pour il est dur, oh là là, j'ai peur, etc. Et à objectiver. C'est-à-dire regarder que la politique, regardez les chiffres, 3 chiffres. Encore une fois, déficit budgétaire, qualité de l'enseignement et qualité hospitalière. Vous les prenez au début d'un mandat ou d'un groupe de mandats, s'ils ont été, on va dire, cohérents. Là, on peut quand même, sans leur faire offense, emboîter François et Emmanuel, qui quand même ont mené plus ou moins la même politique. Regardez au début, regardez à la fin, oui, non, mais c'était dit sans malice, c'est purement... Et regardez les chiffres, et vous verrez, simplement, si cette politique a porté ses fruits ou pas, et je trouve que c'est un effort qui est trop peu fait. Je trouve que les Français connaissent très mal les chiffres. Qui est capable de tête de citer la dette ? Une personne sur 3 ? Sur 4. Et en seconde partie, est-ce le règne des nouveaux intolérants ? Comment voulez-vous, quand vous passez autant de temps à l'école, arriver à être hyper lucide en sortant de là, si vous n'avez pas des parents, des amis qui vous disent « Attends, tu devrais aller voir ça, tu devrais aller te renseigner ». Moi, je trouve qu'un jeune qui sort de l'éducation nationale, qui vote pour la première fois et qui ne vote pas Emmanuel Macron, c'est un héros, quoi. Pour en parler, nous avons fait appel à un célèbre youtubeur dont les vidéos dépassent toutes les 200 000 vues. Mais cet ex-chroniqueur radio et animateur TV est aussi un essayiste. Il adore s'attaquer à celles qui font du mal-bashing, autrement dit les castratrices qui font du dénigrement masculin. Il apprend aux hommes à comprendre les femmes. Je veux parler de Stéphane Edouard, bien sûr. Pour lui faire face, quoi de mieux qu'une femme qui est le porte-parole d'un parti dirigé d'une main de fer par une autre femme. Il s'agit de Laure Lavalette, l'étoile montante du Rassemblement national, dont le franc-parler est déjà légendaire. Pour ce grand retour de Bistro Liberté, je vous demande d'accueillir Laure Lavalette et Stéphane Edouard. Bienvenue, merci Stéphane Edouard, merci Laure Lavalette d'être venue. Bonjour à tous. C'est le retour de Bistro Liberté. Enfin, nous sommes tous réunis. Enfin, nous voici tous réunis. Vous m'avez manqué. En effet, vous nous avez manqué. Allez, merci à nos invités d'être présents. Merci à nos sociétaires Pierre Gentillet et Pierre Marin d'être à nos côtés. Il faut vous mobiliser pour faire de cette émission un vrai succès. Alors merci de partager, de mettre un pouce bleu, un commentaire pour le référencement. Il faut que ce Bistro Liberté ne passe pas inaperçu car c'est Bistro Liberté, le retour. Allez, on démarre tout de suite avec les questions. Stéphane Edouard, manque de courtoisie déjà dès le départ, pardon Laure Lavalette. Stéphane Edouard, heureux de vous retrouver dans ce dernier Bistro Liberté, ce nouveau Bistro Liberté. On s'était vu la dernière fois ici, dans ce studio. Dans le monde d'avant. Dans le monde d'avant, c'était il y a 3 ans et demi. Absolument. Il n'y avait pas de masque, il n'y en a plus non plus. Allez, nous sommes... Dans le monde libre. Dans le monde libre. Nous sommes vus récemment parce que nous avons fait, grâce à vous, une vidéo ensemble, plus de 300 000 vues, mais c'était grâce à vous et grâce à Anne Hidalgo. Oui, Anne Hidalgo qui nous donne toujours un support à débat sans fin. Et puis on a respecté un peu les règles de ce principe que j'appelle la vidéoscopie, où de manière décontextualisée, on critique un contenu vidéo sans jamais. Sans jamais s'en prendre au physique des gens. Très important, merci. Ouais, même si c'est un peu vieille. Ni aux fringues. Pas le physique, pas les fringues, c'est ça. Pas le physique, pas les fringues ? Jamais. Presque. Ou presque. Allez regarder, c'est sur la chaîne de Stéphane Edouard. Vous verrez cette... vidéo d'anthologie. Allez, on va essayer de bien vous traiter parce qu'ici, il n'est pas demandé aux invités ni de se dénuder, ni d'apporter le café. Bonne nouvelle ? Allez, première question à vous. Alors qu'on vous
toujours présente avec un caractère ou avec la capacité d'avoir des propos misogynes. J'ai remarqué que vous avez été parfaitement discret sur la prestation en demi-teinte, catastrophique, en demi-teinte de Valérie Pécresse au Zénith à Paris. On en a vu quelques images. Face aux critiques, elle a raison de dénoncer un phénomène à la fois machiste et sexiste. Je pense qu'on ferait tous pareil à sa place, puisque faute d'excuses objectives, eh bien, on recourt finalement toujours à la même logorée. C'est parce que je suis une femme. Et pour avoir critiqué justement, pour avoir analysé sa performance très récemment, la vidéo sera disponible dans quelques jours sur ma chaîne, je lui ai trouvé quelques circonstances atténuantes, alors que mes ennemis me trouvent souvent à tort, un peu monolithique, un peu obsessionnel. J'ai trouvé que le début de son discours, elle n'y était pas pour grand-chose, et que si elle a vraiment contribué à faire des trous dans la coque du canot pour la fin du naufrage, l'iceberg, elle ne l'a pas percuté toute seule, si je puis me permettre. J'ai trouvé son cadrage mauvais, le plan de face est trop bas. Au niveau de la salle, un meeting part sur 1 heure, 2 heures, parfois même plus, d'intervenants qui font monter la tension, la pression. Je ne sais pas comment elle a fait monter la tension, mais il y a eu une espèce de trou d'air en avion juste avant son arrivée. Les gens ne savaient plus s'ils devaient chanter, danser, se taire. Faire parler Larcher et Jacob, par exemple. Et j'ai trouvé que la salle n'était simplement pas prête. Donc il y a un certain nombre comme ça ce qui est surprenant par rapport au budget, j'imagine. Il y a un certain nombre d'amateurisme technique assez évident à l'œil, et pas parce que c'est une femme. En plus, j'ai appris hier, grâce à que c'était une femme. Grâce à mon invité en vidéoscopie, que son directeur de campagne était un homme. Donc, en gros, c'est presque plus lui que j'ai critiqué pour ses amateurismes techniques. Stéphanie. Exactement. Laure Lavalette, une femme en politique. Merci d'avoir quitté Toulon et la Provence pour nous rejoindre sur le plateau de Bistro Liberté. Vous êtes la personnalité, on l'a dit, qui monte au Rassemblement national. Vous êtes devenue porte-parole de Marine Le Pen. Et on évoque souvent avec vous la notion de franc-parler. On va bien voir ça ce soir. Emmanuel Macron a reporté son entrée en campagne en raison de la crise en Ukraine. Nous enregistrons cette émission le mercredi 23 février au soir et elle sera diffusée le 25 février pour l'actualité. Est-ce que vous comprenez son attitude à Emmanuel Macron? Attendre. D'attendre, c'est tellement sympa de faire campagne avec l'argent des Français, bien sûr, qu'il n'a pas tort d'attendre, même si ça devient quand même un scandale moral énorme. Voilà, il se déplace avec... Il l'a fait comme tous les autres présidents de la République qui étaient en place. Là, on le presse quand même là à partir. C'est quand même une campagne électorale qui ne démarre pas. Plusieurs candidats cherchent leur parrainage. Emmanuel Macron ne rentre pas en campagne. Oui, puis là, il a bien fait de ne pas y aller, je crois. Au SS 117, l'AREM avait sorti une semaine avant des affiches en disant « Moi, je suis allé voir Poutine et depuis, tout va bien. » Et 4 jours après, on voit bien que non, en fait, ça ne va pas. Donc, il doit faire le 5 mars, je pense qu'il doit faire un meeting, Parc Chenot, écoutez, à Marseille, voilà, j'ai hâte qu'il rentre en campagne et que tous les chevaux soient là et qu'on frotte un peu nos programmes les uns contre les autres. Parce que lui, il a un projet. Alors, est-ce qu'il est responsable aussi... Lui, il a un projet, mais nous aussi, on a un projet, vous savez. Non, c'est ce qu'il disait en 2017, mais je ne sais pas s'il l'a mis en place, vraiment, son projet. Est-ce que vous pensez qu'il est responsable d'avoir soumis la France à une forme de guerre froide avec la Russie, et ça depuis des années? D'où la conséquence aujourd'hui de l'impossibilité de parler avec Vladimir Poutine. C'est certain que l'attitude de la France envers Vladimir Poutine montre complètement de neutralité. Je pense que Vladimir Poutine n'a pas oublié qu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie quand on lui a refusé la livraison des Mistral qui sont... des BPC qu'il avait payés, 1,7 milliard quand même, je le rappelle. Plus de 200 marins russes étaient venus à Saint-Nazaire faire des tours dans la rade pour prendre possession du bateau et la communauté internationale a décidé que non, finalement, on n'allait pas les lui donner. Donc il a pris un camouflet, évidemment, et effectivement, en géopolitique, soit on fait la guerre, soit on discute, quoi. Refuser de discuter avec la Russie n'est évidemment pas intelligent du tout. Et donc, effectivement, nous aimerions, nous, une position beaucoup plus équilibrée entre les États-Unis et la Russie, en parlant, évidemment, à Vladimir Poutine. Sur l'Ukraine, est-ce que vous voulez dire quelque chose aussi, Stéphane Edouard, sur ce dossier de l'Ukraine ? Oui, alors je devais d'ailleurs aussi inviter les deux Pierre à le faire s'ils le souhaitent aussi quelques instants. Le dossier de la livraison des armes ou des rafales m'était sorti de la tête, donc je remercie mon invité de l'avoir rappelé. Non, moi je rappellerai simplement que quelques chiffres. La Russie, c'est, si je ne m'abuse, quelque chose comme 15% de l'approvisionnement en pétrole de l'Europe, 40% du gaz et 47% du
charbon, et que dans ces conditions-là, et quand on comprend qu'on est dans un contexte de contraction énergétique, notre marge de négociation ressemble un petit peu à peau de chagrin. Alors, en France, l'État nous permet on souffre des augmentations du coût de l'énergie, mais elles sont quand même bornées par l'État. L'électricité, on est entre guillemets qu'à 4%, même si beaucoup en souffrent. Le gaz, on est à plus, mais encore une fois, l'État amortit le choc. Dans des pays du sud de l'Europe, où je passe une grande partie de l'année, notamment en Italie, l'État n'amortit pas, et en fait, on voit des drames. Je suis tombé, pour prendre quelque chose de très très pratique, peut-être qui parlera à ceux qui nous regardent. Il y a une vidéo YouTube en ce moment en Italie, assez populaire, sur le fait qu'on peut finir de cuire les pâtes sans le gaz. Et les gens en commentaire écrivent « Merci de m'avoir économisé quelques centimes ». On en est à ce niveau-là. Il faut comprendre que l'hyperinflation énergétique dans laquelle on va être, ça veut dire que des gens vont devoir se retrouver à choisir entre emmener leurs enfants à l'école ou aller faire les courses, entre finir la cuisson des pâtes ou se chauffer le soir, entre prendre la douche chaude ou chauffer une autre pièce. Et ça, c'est pas un avenir dystopique. Je le vois en ce moment en Italie du Sud, en 2022, pas au 19e siècle. Oh mais là, les gens, déjà, maintenant, sans cette crise, se demandent déjà s'ils vont dîner ou mettre de l'essence dans leur voiture. Donc ça va amener de la crise à la crise, évidemment. Et faire un bras de fer avec un pays qui nous délivre, encore une fois, je répète, quasiment la moitié de notre gaz et notre charbon et un sixième de notre pétrole, me paraît une position pour le moins saugrenue. On oublie quand même, après, je laisse les Pierre parler, mais on oublie aussi un peu le contexte, on oublie ces accords de Minsk qui n'ont pas du tout été appliqués, ça fait 7 ans qu'ils ont été signés. Est-ce que vous pensez que Biden aimerait que le Canada ou le Mexique deviennent des alliés russes? On en est exactement au même point. L'OTAN avait pris la décision, enfin, elle s'était engagée moralement à ne pas aller vers la Russie. C'est pas du tout ce qui se passe. Donc, au bout d'un moment, les guerres gelées se dégèlent. Et effectivement, voilà. Et puisque les Pierres parlent, Pierre Marin, Pierre Gentil. Pierre Marin, peut-être pour commencer, ce que je voyais... Moi, à la différence de tout le monde en ce moment sur Internet, je ne suis pas devenu du jour au lendemain un expert du Donbass et de la République de Donetsk. Ce que j'observe, c'est qu'il y a, sur ce que je connais, c'est-à-dire sur le droit, il y a 2 accords de 2014 et de 2015 à Minsk qui n'ont pas été respectés parce qu'en réalité, personne n'en voulait, à part les Américains et les Européens, qu'il y a eu des différentes interprétations, et on l'a vu sur les premiers accords de Minsk, au moment de l'élection dans le Donbass. Donc tout ça a été en fait un peu mis sous le tapis et était toujours là. Moi, ce qui m'a intéressé plutôt dans ce qui s'est passé cette semaine, c'est l'espèce à chaque fois, comme à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le monde, on se rend compte de réalité. Le droit international dont on accuse Vladimir Poutine d'avoir violé, en fait, ne pèse rien dans le rapport de force du monde. Parce que le monde, justement, est un rapport de force. Et c'est ce que tout le monde a oublié. Poutine, qu'est-ce qu'il est? Il est un opportuniste cohérent, qui a profité d'une situation où on lui a laissé la porte ouverte. La reconnaissance des républiques de Donetsk et de Lugansk, c'est je peux le faire, j'en ai envie, et de toute façon, personne ne dira rien et ne fera rien. Et Vladimir Poutine, il vous explique que le rapport de force, et Pierre pourra disserter longtemps là-dessus, parce que c'est un grand expert de Carl Schmitt, mais le rapport de force dans le monde, c'est une réalité. Et Hubert Védrine disait ce matin, ou il y a quelques jours sur CNews, le Poutine de 2022, en fait, c'est notre création. C'est les provocations incessantes américaines de Kissinger, c'est possibilité pour les atlantistes de dire, dont on fait partie, de dire clairement il n'y aura jamais d'OTAN en Ukraine parce que, pour une raison ou pour une autre, ça inquiète les Russes. On les accuse aujourd'hui de paranoïa, mais on est entièrement responsable de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer dans les prochains jours, j'espère pas grand-chose. L'Ukraine étant une incidente dans notre propos, Pierre Gentil, je vous laisse aussi. C'est compliqué d'enchaîner après ce qu'a dit Pierre, parce que je suis évidemment en accord avec ce qu'il a dit. C'est-à-dire que là, depuis une semaine, on a un narratif, d'ailleurs assez amusant, un narratif occidental qui nous fait dire que la Russie est en train d'envahir l'Ukraine. Alors moi, je ne comprends pas très bien parce qu'en fait, depuis plusieurs années, Bernard-Henri Lévy et tous les gouvernements occidentaux nous expliquent que par la République de Donetsk et Luhansk, l'armée russe en fait a déjà envahi l'Ukraine. Donc en fait, là, l'armée russe vient d'envahir l'Ukraine, mais elle l'avait déjà envahie. Donc en fait, si vous voulez, déjà, il y a un petit truc qui me fait rire. Donc on comprend déjà que c'était une propagande avant, que c'était faux. Et voilà. Et donc en fait, on comprend maintenant ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'en fait, Vladimir Poutine, il a pris acte que les accords de Minsk II en 2015, qui prévoyaient, je le rappelle, le cessez-le-feu, les amnisties, le retrait des armes lourdes, puis après une réforme constitutionnelle, en particulier pour aller vers une éventuelle fédéralisation de l'Ukraine, tout ça a complètement volé en éclats. Donc, si vous voulez, là, ce qu'il voit, c'est qu'on est en train d'avancer progressivement vers une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et donc à l'OTAN.
mécaniquement, c'est comme ça que l'OTAN s'est tendue. D'abord, c'est l'Union européenne, ensuite, c'est l'OTAN. C'est la raison pour laquelle en Serbie, il y a un gros bras de fer, précisément, pour ne pas, en interne avec les partis politiques, pour ne pas rentrer dans l'Union européenne, parce qu'ils savent ce que ça veut dire, c'est l'OTAN. Et les Serbes ont beaucoup souffert de l'OTAN, je pense que c'est pas la peine de le rappeler. Donc, j'ai envie de vous dire, là, ce qui s'est passé avec cette reconnaissance, parce que c'est une reconnaissance, hein, c'est en fait, Vladimir Poutine a considéré que voilà, depuis 7 ans, il y a un état de fait, c'est que cette partie de l'Est de l'Ukraine n'est plus sous le contrôle de l'État ukrainien. Elle s'est rebellée, à tort, à raison, en tout cas, elle considérait qu'elle devait protéger ses intérêts et ses citoyens. Rappelons aussi que la politique de Kiev a été quand même relativement hostile, particulièrement vis-à-vis des minorités russophones. Et ça fait 7 ans que cet état de fait existe. Cet état de fait, au bout d'un certain temps, le fait, effectivement, se mue en droit. Et donc, du coup, Vladimir Poutine a utilisé cette arme diplomatique, évidemment, pour répondre aux tensions en face et pour dire aux Occidentaux, mais vous savez, moi, je ne vais pas rester passif et je n'accepterai pas que l'OTAN s'installe à Kiev. Et je termine juste un mot en vous disant que toute la propagande, parce que c'est fantastique, hein, on nous explique que les fake news, c'est uniquement la Russie, qu'il y a la propagande d'un côté, il y a les méchants russes. C'est vraiment la pensée hyper simpliste, de dire oui, Vladimir Poutine, son but, c'est de reconstituer l'Union soviétique avec Estonie, Lettonie, l'Ukraine, etc. Mais je veux dire, ces gens vivent dans quel monde ? On est au XXIe siècle. Le XXIe siècle a prouvé que la puissance, ce n'est pas l'espace. Le Qatar, Hong Kong, Singapour ont bien plus de puissance que n'importe quel pays africain qui est beaucoup plus large, avec beaucoup plus d'habitants. Donc la puissance n'est pas là. La Russie, qui plus est, a un espace immense pour se développer. Immense. Donc, quand on pense que le but de Vladimir Poutine, c'est de prendre des risques politiques absolument considérables pour s'élargir de quelques petits bouts, de quelques petites miettes, pardon, non, c'est pas ça. Le but, c'est pas de s'élargir, c'est d'éviter que l'OTAN s'élargisse. Voilà. C'est ça le bon narratif. Peut-être de profiter aussi d'une situation où le président ukrainien, c'est Frank Dubosc, et le président américain, c'est Bouteflika, qui marche encore. Et je profite pour vous dire une dernière chose. Une toute dernière chose, c'est que généralement, on a une présentation, vraiment, je termine par là, pardon, mais assez biaisée du conflit, en ce sens où il y a la gentille Ukraine, et quasiment un état de droit, hein, alors que bon, c'est un état godillot, et la Russie, qui est un État absolument... Alors, pas un État de droit, je suis d'accord, mais un État despotique, corrompu, tout ce qu'on veut. Je rappelle juste une chose, c'est que le premier opposant en Ukraine, actuellement, il est sous contrôle judiciaire. Petro Poroshenko. Bizarrement, on n'en parle pas. Alors qu'en revanche, en Russie, il serait sous contrôle judiciaire. C'est-à-dire, en gros, voilà, il peut se faire emprisonner demain, du jour au lendemain. Là, on dirait, vous voyez, c'est la preuve ils utilisent la justice pour mettre les opposants en prison. Là, évidemment, on ne le dit pas. Vous voyez. Donc, rien de nouveau sur le fond de l'Est. On retourne en France. On ne parle pas plus de Hunter Biden, dont le patronyme est quand même assez connu, qui avait des intérêts gaziers en Ukraine, qu'on a essayé également de mettre sous contrôle judiciaire, mais qui s'en est sorti par un trou de souris. Donc le pacte Biden et intérêts ukrainiens est établi, mais quand même un peu sous-présent dans les médias mainstream. On revient en France, si vous le voulez bien. Stéphane Edouard, j'ai pensé, on va essayer de faire vite, mais j'ai pensé à vous, parce qu'il y a quelques jours, j'ai écouté le professeur Raoul, qui a rappelé les expériences de psychosociaux sur le conditionnement et sur l'obéissance. Et vous avez travaillé depuis de nombreuses années sur ce sujet. Et je me suis posé la question, est-ce que vous considérez, à l'aune de ce que nous avons vécu à travers la crise sanitaire, qu'on est dans du 1000 grammes à l'échelle française ou à l'échelle européenne ou mondiale même ? Alors, deux contradictions pour le plaisir de vous contredire. La première, c'est que je n'y ai pas travaillé, j'y ai joué. Parce que c'est pas du travail, c'est extrêmement amusant la psychosociologie et on peut le mesurer tous les jours avec les gens qui nous entourent. Et la seconde, c'est que ça ne serait pas 1000 grammes, désolé Martial, c'est Sokal. L'expérience de Sokal, c'est exactement... Alan. Voilà. Voilà, exactement. C'est la longueur des bâtonnets. Voilà. Si je place 3 stylos devant vous, dont un est manifestement plus long que les autres, et que je vous demande lequel est le plus long, vous allez me répondre. Si par contre, je vous demande en dernier, après tout le public, et qu'évidemment vous ignorez que c'est une expérience, eh bien vous allez hésiter à me répondre. Si le public dit c'est pas celui-ci, voilà. Si le public je vais finir par dire c'est le plus petit, je vais finir par penser que le plus petit est peut-être le plus grand. Voilà, à moins d'avoir des anticorps à la pensée dominante et d'être un libre esprit et d'être... À moins d'être abonné à TV Liberté. J'ai ça, voilà, j'ai ça. TV Liberté, c'est ça. Des anticorps. Sinon, de mémoire, alors ça je l'ai pas révisé, mais je crois qu'on était à quelque chose comme 40 ou 45% d'esprits qui corrompé entre guillemets en affirmant que le stylo le moyen en fait était le plus long ou était le plus court parce que tout le reste des élèves de la classe l'avait mesuré avant. Ma question question, c'est est-ce que vous pensez qu'on y est ? Absolument. Que c'est une expérience grandeur nature. Ah oui, mais c'est une expérience. Cette histoire de pandémie très relative est une expérience à tous les titres. C'est une expérience de performance socio-économique des États
Et on voit qu'encore une fois, les États de l'Europe du Nord nous ont ridiculisés du point de vue de la performance et de l'intelligence. Notre espérance de vie a stagné, celle des Américains a baissé, la leur a monté en 2020 et 2021, notamment au Danemark, enfin toute la Scandinavie. C'est une expérience du point de vue de la plasticité des gens à altérer leur mode de vie et leur liberté pour un résultat très incertain. C'est une expérience en termes de capacité des gens à comment ça s'appelle pendant la guerre, là, dénoncer, à dénoncer leurs voisins. On a tous été dénoncés parce qu'on n'avait pas tout à fait le masque à la bonne hauteur, un petit peu comme l'homélie du père Attali, votre masque s'il vous plaît. Oui, alors que lui n'avait pas. On l'a tous vécu à un moment, même moi qui plutôt ai joué le jeu. De temps en temps, une dame m'a dit comme ça, mais enfin, bon, monsieur. Donc, c'est une expérience à tous les niveaux, mais ce qui est très drôle, c'est que, et c'est d'ailleurs le thème d'un de mes articles dans une revue dont on parlera peut-être en 2 mots à la fin, pour faire un shameless plug, comme disent les Américains, pour plugger ces produits dérivés de manière éhontée, c'est qu'en fait, les gens n'apprennent pas, et c'est pour ça que le résultat des élections est une espèce de suite de désillusions sans fin, c'est que l'expérience est un pain pour les chauves, celle-là je peux me la permettre, et les gens n'apprennent jamais et ne capitalisent pas, ne concaténent pas sur les expériences passées, et on le voit avec toutes les... On parlait de la Russie il y a quelques instants, les prétextes de casus belli, de déclaration de guerre, sont toujours grotesques quelques années après, mais on ne voit pas le nouveau arriver. Donc on a eu les couveuses du Koweït, qui étaient totalement bidons, puisque la soi-disant infirmière qui avait soi-disant vu les bébés jetés à terre était la fille de l'ambassadeur du Koweït, sponsorisée par Washington. On a eu la fiole de Colline, dont personne ne saura jamais ce qu'elle contenait. Là, on attend, alors moi j'attends avec impatience, on va montrer un fake ou un mème de Poutine en train de tenir je ne sais pas quoi, dont on dira, voilà. Et pour autant, une décennie passe, ou une demi-génération passe, et les mémoires se vident, et on n'apprend rien. Un tout petit bémol quand même, un tout petit bémol sur la vaccination par exemple. Il y a des gens qui ont fait 1 dose, 2 doses, 3 doses, et qui disent quand même qu'ils ne feront jamais la 4e dose. Alors, je ne sais pas quel est le temps de résistance et de latence, mais... C'est ce que Olivier Véran a appelé la lassitude, ou la fatigue vaccinale. Et ça, quand même, factuellement, je pense qu'on le ressent un peu chez nos... Les forces de résistance, on ne va pas passer sur le Pourquoi Covid. est-ce qu'il la refuse ? Est-ce qu'il la refuse parce qu'il se dit que ça devient parce incohérent ? Parce qu'ils ont tous été hyper malades, ils la refusent. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, ils ne la refusent pas par une remise en cause du principe. Pierre Marin, vous savez qu'on est sur YouTube, très vous rapidement. savez que la censure sur YouTube et sur Non, le mais vaccin 10 secondes, c'est hyper... Total. Bon, on fera une coupure au pire, mais on ne refuse pas parce qu'on remet en cause le principe. Souvent, on refuse parce qu'on a la flemme de continuer. Et c'est ça, en fait, qui permet pas de résoudre le problème. Je pense que les gens ont quand même un peu l'impression d'avoir été pris pour un jambon, là, quand même. Un peu. On reste sur la crise sanitaire. Alors, la Valette, vous parliez de la crise sanitaire. On la traverse depuis 2 ans. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur le vote des Français pour la présidentielle les 10 et 24 avril prochains ? Est-ce que vous pensez que ça peut jouer, ou que Emmanuel Macron va être présenté comme le sauveur? Parce que, après tout, vous l'avez entendu cette musique, il a fait ce qu'il a pu. En fait, Martial, c'est pas est-ce que ça va avoir une incidence. Il faut que ça ait une incidence. C'est-à-dire, c'est un peu le message qu'il faut passer aux abstentionnistes, par exemple. Si vous vous occupez pas de politique, la politique s'occupe de vous. On aurait un autre président qu'Emmanuel Macron, nous n'aurions peut-être pas été confinés, nous n'aurions pas eu dû à subir... on a été payés. On a été payés pendant notre confinement. Nous n'aurions peut-être pas dû à subir quand même ce pass vaccinal liberticide, enfin... mais il y a pour les gens qui ne voulaient pas se vacciner. Et non, mais je veux dire, la façon... Non, mais bien sûr, mais la façon de réagir, on n'aurait pas suspendu 15 000 soignants qui étaient prêts à se tester, en plus pratiquement tous les jours, alors qu'on est allé chercher des gens qui étaient covidés mais vaccinés. Donc finalement, c'était pas grave. Enfin, je veux dire, évidemment qu'il faut absolument que les Français se rendent compte que l'émission, enfin que c'est fondamental d'aller voter déjà pour quelqu'un qui va nous rendre nos libertés, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment où là, on est quand même dans un état liberticide. Alors, j'ai sûrement trop écouté Pierre Gentillet, qui est un avocat sur CNews, parce qu'il nous trahit sur CNews. Non, mais moi, je suis terrifiée de... Moi, je suis positif, vous savez. Ouais, je suis terrifiée de l'état de droit dans lequel... non, au contraire. Il est positif, il est enfin... Pardon, on ne va pas lancer le débat. Non, on ne va pas lancer le débat. Il est enfin dévoilé. Réjouissez-vous. Là, oui, mais encore plus vous devriez vous réjouir. Parce que vous êtes d'un parti politique qui, si demain il arrive au pouvoir, son principal adversaire, ce sera précisément le Conseil constitutionnel et l'état de droit. Aujourd'hui, c'est la revanche de Carl Schmitt. C'est-à-dire qu'on a défini une situation d'urgence, et au nom de cette situation d'urgence complètement disproportionnée d'un virus qu'on présente comme la peste noire,
on peut faire ce qu'on veut. Ça veut dire quoi? Dire que le politique est enfin revenu au-dessus du juridique. Félicitons-nous. Ouais, au-dessus du juridique, sauf que là, on a mis aussi la santé au-dessus des Oui, libertés. mais, Donc c'est quand même une mais vraie on va question. pouvoir changer. Bah oui, il va falloir changer. Écoutez, parce que ça aussi, c'est une vraie question. les libéraux ont cassé l'état de droit. Moi, l'état de droit, je le sanctuarise pas parce que les libéraux nous disent soit c'est l'état de droit, soit il n'y a pas de liberté fondamentale. Ce qui est complètement idiot, mais bon, c'est comme ça. Accessoirement, je fais une petite parenthèse. Les pays, soi-disant illibéraux, Hongrie, Pologne, Russie, sont ceux qui ont été les moins durs avec les mesures sanitaires. Alors que, Royaume-Uni dans un premier temps, France, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande et Australie, qui sont des démocraties libérales, ont été complètement liberticides. Tarés. Ça rend taré. Moi, j'aime bien le terme. Tarés. Les Australiens tarés. Quand vous écoutez Olivier Véran qui dit il faut absolument qu'Emmanuel Macron repasse, parce qu'en plus il aura une espèce de légitimité, il va arriver, si jamais il repasse, il va arriver en tout puissant. C'est là où il n'y aura pas d'état de grâce. Et quand Olivier Véran dit il faut absolument qu'il repasse pour terminer le changement de contrat social, pour que les gens aient plus de devoirs que de droits, mais au secours, on devrait tous être dans la rue. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. En fait, c'est terrifiant. Là, on le dit avec le sourire. C'est qui tout double? Oui, mais là, c'est juste terrifiant. Je veux dire, globalement, on est dans un monde libre, on a le devoir de respecter la loi, évidemment. Enfin, ça s'arrête là. Je veux dire, nos libertés ne peuvent pas être conditionnées à une obligation. Je veux dire, pour aller boire un café assis, il faut un pass vaccinal. Enfin, je veux dire, au bout de 5 ans de Macron, la liberté n'est jamais a posteriori. Elle est toujours a priori. Aujourd'hui, elle est passée a posteriori. Et franchement, j'ai 5 enfants, donc je vois exactement très bien quand même les ravages de cette politique qui a été menée, qui est complètement hallucinante, qui nous condamne à une espèce de vie nue, comme dit Mathieu Slama, en disant en fait c'est juste le cœur qui bat et le cerveau qui fonctionne, quoi. Mais la vie, c'est pas ça, c'est les rapports humains, c'est les engueulades quand on n'est pas d'accord. Mais j'attends toujours d'ailleurs. Mais ça va venir. Ça va venir, mais nous on n'a pas de débat alors aujourd'hui. Si j'étais vous, je serais un peu inquiet d'être très d'accord avec moi. Attendez, je vous pose une question. Je vais essayer de la définir par rapport à cela. Et juste, je termine juste sur les enfants. On leur fait peser quand même des contraintes sur une maladie qui ne les concerne pas. Je veux dire, c'est quand même, il faut ouvrir les yeux, quoi. Ça, Pierre l'a dit ici. Assez violemment. Assez de manière. Je rejoins à 4 milliards de pourcents ce qu'elle dit d'ailleurs, j'en profite pour le dire. Alors, mais juste une dernière question. Laure Lavalette, écoutez-moi. Une dernière question avant de lancer le débat. Marine Le Pen, elle privilégie les propos mesurés et apaisés. Je suis lassée du bruit et de la fureur. Elle a lu Shakespeare maintenant, tiens. Est-ce que cela correspond à votre personnalité? En caressant un chat, c'est beau quand même, elle arrive à faire 2 choses à la fois. Est-ce que cela correspond à votre personnalité? On évoquait votre franc-parler. À Toulon, on vous a vu monter au créneau contre l'idéologie LGBTQI2SAA au théâtre de Toulon, dirigé par Charles Berling. Et je me dis, pour la modération, on repassera, quoi. Vous n'êtes pas quand même dans... Voilà, je suis lassé du bruit. Vous en faites du bruit. Vous en prendre à une communauté. Et à Charles Berling, au théâtre de la Liberté, Château-Vallon, qui a toujours été un lieu de résistance. Voilà. C'était mon haut fait. 2 choses. Il était d'ailleurs mécontent, je l'ai vu. Très mécontent. Revenir 2 choses sur... Non, mais moi, effectivement, j'ai pas ma langue dans ma poche, mais il n'empêche qu'on... Je vois très bien où vous voulez me faire arriver, où on a 2 stratégies un peu différentes et que Marine Le Pen n'est pas dans la stratégie d'Éric Zemmour, on est bien d'accord. Et elle dit, je pense qu'elle n'a pas tort, que Éric Zemmour confond la brutalité avec la fermeté que les Français attendent légitimement en matière de sécurité. S'en prendre à la communauté gay à Toulon, c'est aussi de la radicalité. C'était avec l'argent public. C'était avec l'argent public. Alors le théâtre Liberté, donc c'est Château-Vallon. Vous vous souvenez de Château-Vallon quand Jean-Marie Le Chevalier avait gagné Toulon, Patrick Bruel n'était même plus venu chanter. Je t'ai pas dit. Dire qu'elle était... Ouais, moi à peine. On m'a raconté, on m'a dit. Il n'y a que moi qui m'en souviens ici. Du coup, Château-Vallon, c'est quand même une institution. C'est un lieu de résistance à vous. De résistance de gauche, évidemment. Et là, donc maintenant, ils ont Place de la Liberté à Toulon, un grand théâtre, et ils font tous les mois et demi, des thèmes. Et là, effectivement, c'était contre le patriarcat du mâle blanc. C'était la communauté gay qui devait expliquer que il y en avait marre de cette oppression. Et c'est vrai que moi, j'ai rappelé que je préférais le temps où Alain Delon oppressait Romy Schneider autour de la piscine, voilà. Donc, ce qui avait fait un énorme blanc parce qu'ils ont tous halluciné. Mais je le pensais en vrai. Et je disais aussi que ça manquait un peu de transgenre dans l'Assemblée. Je veux dire, c'est facile de mettre comme ça en exergue des minorités, alors qu'en fait... c'est encore une fois être dans la bien-pensance et dans cette hégémonie culturelle que les gauchistes essayent de répandre. Au-delà du fond, qui va peut-être convaincre ou pas, ça c'est pas l'essentiel. Dans la forme, vous n'êtes pas dans l'apaisement. Ça n'a rien à voir. Si, moi, ça a à voir. Vous voulez dire, moi, j'ai l'impression que Mme Le Pen, elle n'élève plus la voix, par exemple. Voilà.
Moi, je suis dans l'apaisement. On peut dire des choses très fortes sans brutalité. D'accord, bon, voilà. On va dire Écoutez, quand on va vous voir, envoyez vos enfants au lit, vous n'êtes pas obligé de leur taper dessus pour qu'ils aillent au plumard. Là, c'est pareil. Maintenant, ils ont près de 30 ans, alors je ne les envoie voilà, pas au lit. C'est même eux qui m'envoient au lit maintenant. Bon, allez, on va se retrouver dans quelques instants pour notre premier débat et on va bien voir comment ça va se passer. À tout de suite. Le 24 avril, peut-on échapper au grand embrasement ? Les colères des Français se succèdent et s'intensifient face à la crise économique et sécuritaire, devant l'effondrement de l'influence de la France dans le monde, contre les privations grossières des libertés publiques au nom de la situation sanitaire. Quelles sont les solutions ? Les hommes et les programmes qui peuvent permettre d'éviter le grand embrasement ? Je vais vous laisser débattre sur cette question-là. En fait, ma question, c'est que les commentateurs ont pour habitude de dresser un tableau apocalyptique, finalement, de la victoire possible d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen, voire de Mélenchon. Et on peut se poser légitimement la question de savoir si Macron réélu n'entraînerait pas non plus un retour violent, parce qu'il n'aura pas de moment d'état de grâce, de puissants conflits sociaux, de revendications portées par les Gilets jaunes, les antipasses et bien d'autres. Est-ce qu'en fait, il y a une menace de grand embrasement et avec qui et comment l'éviter? Voilà, c'est ça. C'est donc pas le grand effacement, c'est pas le grand remplacement, c'est le grand embrasement que j'évoque ce soir. Laure Lavalette, Stéphane Edouard. Laure Lavalette, peut-être? Oui, il y a 5 ans, on nous avait promis Macron ou le chaos, et finalement, on a quand même eu le chaos pendant 5 ans. Donc c'est vrai qu'à refaire, je pense qu'on aurait mieux fait d'avoir Marine Le Pen. En fait, si vous voulez me faire dire que la victoire de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour provoquerait un grand embrasement, je suis sûre que celle de Marine Le Pen, non. Et je pense que ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure quand elle dit qu'elle est lassée du bruit et de la fureur. Je reprendrai la phrase de Frédéric Mistral qui dit « Il ne s'agit pas simplement de faire une majorité électorale, il s'agit de refaire un peuple ». Et je pense qu'effectivement, là, on sort de 5 ans de Macron où le peuple est fracturé comme jamais. On arrive même à se foutre dessus, typiquement avec le pass vaccinal en famille. Il y a des familles qui sont déchirées, des gens qui n'ont pas passé Noël ensemble parce que la grand-mère voulait que machin fasse le test. Enfin bon, donc Macron est arrivé avec son mépris et sa façon de nous gouverner à mettre la zizanie même au plus profond de nos familles. C'est quand même un truc qui est quand même... c'est énorme et c'est rarement autant arrivé, je pense. Donc il faut effectivement arriver à refaire ce peuple. Donc moi, je pense que la candidature et la victoire de Marine Le Pen au soir du 24 avril est tout indiqué pour refaire ce peuple. Je pense par contre que la réélection d'Emmanuel Macron pourrait être effectivement une allumette qui mettra le feu aux poudres. Après, je suis... Vous êtes en train de me vendre l'idée que Marine Le Pen arrivant aux affaires, il n'y aura aucune réaction des syndicats, des partis, écoutez, elle était devant le syndicat Alliance, ça s'est bien passé. Elle est allée devant les entrepreneurs, devant Sophie de Menton, ça s'est bien passé. Non, avec Sophie de Menton... Elle n'a pas fait le congrès de la CGT pour l'instant encore. Non, mais je pense que même la façon qu'elle a, que de temps en temps certains peuvent déplorer, même sur les questions sociétales, qui sont quand même des questions qui peuvent diviser beaucoup, ne serait-ce que l'idée de faire un moratoire, c'est aussi ça, c'est aussi pour apaiser, et de ne pas arriver en disant je révolutionne tout, c'est prendre la société telle qu'elle est à ce moment-là. C'est-à-dire d'accepter de s'amender tout le temps? Non, pas accepter de s'amender, non, je pense pas, c'est attendre, après il y aura un référendum d'initiative citoyenne, il suffira de 400 000 personnes, quand vous voyez que typiquement pour la Manif pour tous, on a été 1,8 million dans la rue, j'imagine bien qu'il y a 400 000 personnes qui vont se saisir par exemple du dossier de la PMA, s'ils veulent vraiment s'en saisir, ou alors qu'il y a un vrai problème dans cette partie-là de la société. Moi, je pense, alors effectivement, je suis là aussi pour vendre, je vais prêcher pour ma paroisse. Je pense qu'effectivement, la stratégie de Marine Le Pen d'être moins clivante que ne l'est Éric Zemmour à chaque fois qu'il prend un peu la parole, par exemple. Je pense que Marine Le Pen a une vision plus globale, par exemple, de la natalité. Je pourrais vous répondre que quand les temps sont durs, les idées ne doivent pas s'amollir. Mais ça ne s'amollit pas, mais il n'y a rien qui amollit. Moi, je peux vous dire que si au soir du 24 avril, Marine Le Pen passe et que le référendum sur l'immigration passe, on ne peut pas aller plus loin
Mais moi, je devais prendre ma retraite à vous l'avez 60 pas ans, je la lu prends Vous l'avez plus. pas lu Rendez compte, je devais prendre ma retraite à 60 Non, ans, mais tout était prêt, j'étais prêt à partir. Et là, d'un seul coup, je découvre. Comme ça. Non, mais c'est là où, à mon avis, Martial, vous confondez la brutalité dans la façon de parler et ce qu'on peut comprendre. Moi, je comprends qu'il y ait des gens qui soient tentés par cette espèce de brutalité, entre guillemets, d'Éric Zemmour. Vous écoutez Éric Zemmour, c'est un peu comme aller à une manif, il y a un petit côté catharsis. Et je peux comprendre que des gens qui sont soit éloignés de la vie politique, soit qui ont l'impression de trouver cette espèce de brutalité, puissent être tentés. Sauf que ça, moi, ça fait 30 ans que je suis au Rassemblement National, enfin depuis 92, c'est quelque chose que j'ai déjà connu. Et c'est quelque chose dont je ne veux pas parce que j'en ai déjà souffert. Je sais que quand on fait ça, on fait 10%, 15%. Et je pense profondément, je veux dire, je suis même pas là... Non, c'est tout le paradoxe de l'époque. Mais non, en fait, vous arrivez à un moment... Non, mais je ne vais pas vous contredire, je vais prolonger ce que vous dites. En fait, vous arrivez à un moment, le Front National, Rassemblement National, en fait, aujourd'hui, arrive un moment où il y a un candidat qui dit ce que disait Jean-Marie Le Pen à l'époque. Il fait mieux que Jean-Marie Le Pen dans les sondages. Dire ça. Attendez, laissez-moi terminer. Sondages, parce que Pierre, sinon je vais être en PLS. Il a pas, rassurez-vous, le premier tour n'est pas encore arrivé. Non, il fait mieux que Jean-Marie Le Pen faisait aujourd'hui, si on se base sur les sondages, étant entendu qu'il y a en plus Marine Le Pen sur l'échiquier. Et il avance des thématiques. Qu'il a une chaîne de télévision, qu'il a un journal, enfin je veux dire, il pourrait aussi être... Et puis qu'il a un pays qui souffre. Non, mais le sujet n'est pas là. Le sujet, non mais moi j'observe ça et je suis assez fasciné. C'est-à-dire, je vois quand même qu'il y a Marine Le Pen plus Éric Zemmour, c'est-à-dire un bloc plus un peu d'Éric Ciotti d'ailleurs, et vite fait 2 points du poignard. Attendez, laissez-moi terminer ma phrase. Juste terminer ma phrase. Mais c'est qu'il y a un mouvement de droite électoral qui se traduit par des partis politiques qui sont certes divisés, qui est majoritairement hostile à l'immigration, et tout ce bloc-là fait pas loin de 40%. En tant qu'observateur, je trouve qu'effectivement, il y a un changement, et c'est assez amusant parce que la radicalité est précisément ce que le Front National, le Rassemblement National a essayé depuis 2017 de mettre un peu de côté. Et en fait, finalement, on voit que d'un coup, cette irruption d'Éric Zemmour qui passe de 3 à 15-17% dans les sondages, précisément sur de la radicalité. Oui, mais ça a toujours existé, Pierre. Ça a toujours existé. La preuve, Jean-Marie Le Pen, il faisait à peu près ça. Parce que je pense que la différence de stratégie, c'est parce que nous, on voudrait gagner, on voudrait le pouvoir. Mais je vous dis pas, et la différence, elle est là. Et c'est-à-dire, je pense que justement, pour pouvoir arriver à gouverner, on n'est pas là pour se faire plaisir. Typiquement, quand j'entends... Les droites patriotes, leur Lavalette, elles ont gagné en Autriche, elles ont gagné en Italie des fois, elles ont gagné... Je pense qu'on n'est pas là pour se faire plaisir. Je veux dire, typiquement, quand j'entends... en vrai, je pense qu'on veut vraiment changer le quotidien des Français. Et la différence est là. Quand j'entends un Ravier qui dit « Moi, je suis parti parce que ça me rappelle le Front National d'il y a 25 ans », moi, je chante Jean Pax sous ma douche quand j'ai besoin qu'on me rappelle le Front National d'il y a 25 ans. Sauf que maintenant, je pense que les choses ont changé. Ça ne fonctionne pas. Éric Zemmour n'est pas Trump. Nous ne sommes pas américains. Et je pense qu'il n'y a qu'à voir. Il n'y a qu'à voir au second tour. Parce qu'à ce moment-là, si on passe par là, ça peut être un bon candidat de premier tour. Mais on voit bien comme il s'effondre au second tour. Voilà, parce qu'encore une fois, il faut une unité. Non, mais ça veut dire que la radicalité au second tour ne fonctionne pas. Lavalette, nous savons aussi que les sondages de second tour ne servent à rien car ils sont systématiquement faux depuis toujours. Alors cela, c'est impeccable. Allez vérifier. J'y vais. Allez vérifier. Est-ce que vous pensez cela, ce grand embrassement? Je dis ça parce qu'en plus, vous avez dit tout à l'heure, Stéphane, que vous viviez régulièrement en Italie. C'est un pays où on a le sang chaud, où on se dit que là, les révoltes vont apparaître, etc. Et en fait, pas du tout. Je veux dire, il n'y a pas plus face au confinement, face à l'absence, aux privations de liberté, il n'y a pas eu plus de réactions dans les pays du Sud que dans les pays comme la France ou l'Allemagne. Rien de plus, rien de moins. Est-ce que ce grand embrassement, pourtant, vous pensez qu'il peut exister ou c'est un leurre ou une vue de l'esprit? Ah non, il ne viendra pas de là, parce qu'ils ne se coalisent pas en manifestation, ils se sont embringués dans une ligne ultra-covidiste, et non, ils ont totalement démenti les préconçus à leur encontre. Mais quelque chose me dérange, en fait, dans le discours de votre invité. Alors, l'allusion... Vous êtes aussi mon invité, hein, donc de nos invités. Oui. J'aime bien le mépris dans votre gentil invité. Non, c'est de l'éducation. On se défait très mal d'une bonne éducation. Deux choses. La radicalité du discours qui discréditerait quelqu'un. Vous l'avez cité, ça n'a pas discrédité Donald Trump, en tout cas à la première fois. Bon, après, si tant est que la seconde élection ait eu une valeur quelconque, mais la première, il est passé, il l'a gagné avec un discours 10 fois plus radical et plus populaire que celui d'Éric Zemmour, pour qui je n'ai rien, dont je ne fais pas partie de l'équipe de campagne, qui ne me rémunère en rien et vis-à-vis de qui je suis parfaitement neutre. Ensuite, par rapport à votre position, on va dire, défiante sur la ligne pandémie, reset, covidiste. Bon. Vous allez vous extrapoler un peu, je ne dis pas parler de reset. Non, mais je parle juste de nos libertés. On sent une défiance.
Moi, je Oui, vous, sur le je pass vous- que je trouve je pas vous dis bravo sanitaire, mais vaccinal. et je vous encourage, mais je vous dis c'est un petit peu tard parce que votre candidate, elle s'est réveillée avec 6 mois de retard sur la ligne qu'on qualifie. Je la synthétise en anti-vax, mais c'est plus compliqué que ça parce que généralement les anti-vax C'est anti-pass. ont tous leurs vaccins un jour, donc anti-pass, on va dire, mais Ouais. on s'est compris. Vous avez démarré avec 6 à 9 mois de retard. On a toujours voté contre. Les députés ont toujours voté contre le pass. C'est ça qui compte. Enfin, râler, c'est bien, voter, c'est mieux, vous savez. Oui, d'accord, mais on peut pas enlever si on enlève la tête du poisson, c'est plus un poisson. Donc moi, je regarde la tête. Pendant les 6 premiers mois, et notamment sur votre chaîne, on reprochait à Marine de ne pas s'exprimer. Chaîne où vous exprimez, c'est news. De ne pas s'exprimer sur la chaîne sur laquelle C'est vous pas encore êtes. la Encore faut-il être invité, vous De savez. ne pas, ça. de ne pas- mais monsieur est invité a priori parce que sinon on n'y verrait pas. Marine Le Pen était extrêmement pusillanime sur le pass au point qu'elle s'est fait chipper la ligne anti-pass par le conjuré. Le fameux conjuré Florian Philippot. Et ce qui lui, finalement, le destin se joue un petit peu de lui, parce que vous reprenez finalement à votre profit une ligne qu'il a eue 6 à 9 mois avant vous, et c'est lui qui se retrouve avec une perspective sondagière Non, mais ça a été ridicule. sa façon d'exister. Et sa façon d'exister, Ça a été ça sa quand même- façon ça a été sa d'exister. façon- ça a été- D'accord, ça a été oui, sa oui. façon Tous les d'avoir Mais samedis, bien depuis sûr. un an et Oui, mais demi, si vous tous nous les sortez samedis, ça, plus tous les personne ne samedis, parle de tous les Florian samedis. Philippot, Martial. Ah oui, Si on enfin, sort c'est quand ça, même- il n'existe plus. Non, Enfin, mais je veux dire, je trouve- et suis mais pas pourquoi d'accord. pourquoi Marine Le Pen n'y était pas? Non, Voilà, et c'est Marine ça. Le Pen, déjà, culotté. elle manifeste jamais, ça vous le savez. Elle trouve que c'est pas sa place de manifester. Elle a jamais manifesté. Je ne fais pas non plus partie des équipes de M. Philippot, mais je trouve quand même culotté de choisir comme pierre de touche et comme angle d'attaque principal vis-à-vis du gouvernement en place quelque chose sur lequel vous avez démarré avec 6 à 9 mois de retard. Mais je vous encourage à être arrivé sur cette mais en ligne. plus, alors, je réponds évidemment deux secondes. Effectivement, sur le premier confinement, je pense qu'elle a eu un peu de retard parce que Un peu, on a oui. tous été. Non, mais le premier confinement, excusez-moi, tout le monde a été un tout petit peu abasourdi. Enfin, je veux dire, on s'est quand même tous demandé ce que c'était. Il y avait un petit côté flippant. Moi, je vais vous dire, j'ai une fille qui a une maladie chronique. Elle a besoin d'un médicament. On s'est dit, c'est produit en Chine, on va faire comment, quoi. Mais moi, j'ai eu peur. Enfin, je veux dire, souvenez-vous quand même. Non, c'est vrai. C'était le premier confinement, c'était C'est vrai, un c'est peu. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je veux dire, les gens ne faisaient plus que des drives. Je m'en souviens très bien, j'ai témoigné sur TVL puisque le confinement en Italie a commencé avant la France. Oui, Et absolument. j'ai expliqué à Élise Blaise que vous allez être confiné. Et elle ne me croyait pas. Elle me disait, mais comment ça se passe? Ouais, Et j'ai parce dit, que- vous ne pourrez pas Ouais. sortir de Ouais, chez en Italie, vous. se signait déjà, je me souviens. Et c'était 15 jours avant. Ouais, c'était 15 Donc, jours donc avant. je m'en souviens très Donc bien. ça, effectivement, et elle dit sur le premier confinement, voilà. Après, elle a quand même toujours eu un discours et nos députés ont toujours voté contre le pass vaccinal. On a toujours dit qu'on aurait fait différemment, on n'aurait jamais suspendu les soignants, on aurait Dont acte, ce laissé n'est la pas le procès de Marine liberté. Le Pen. De toute façon, Non. c'est pas ici le procès de Marine Le Pen, à aucun moment. Laisser la dont liberté acte. aux médecins de On a bien compris le point de vue de chacun là-dessus. Moi, ma question, Sévan, je reviens avant de donner au Pierre qui parle la rien dit, parole. Est-ce que vous pensez que on est sorti de l'auberge le 24 avril par la désignation de qui que ce soit? Je dis qui que ce soit. Mélenchon, Le Pen, Zemmour, Macron. Est-ce qu'on est au bout de nos peines? Est-ce que c'est une personnalité qui va arriver et qui, ayant reçu la majorité des votes des Français, eh bien, pourra faire sa politique, ou est-ce qu'elle va être tout de suite prise, embringuée dans les revendications qui sont explosives aujourd'hui et multiples? C'est une question qui m'est adressée. Ah oui, à vous, Stéphane Edouard. J'ai tendance à être relativement pessimiste sur le sujet, au sens où qui que ce soit sera comme vous dites, embringué ou sera empêtré dans l'État profond, les infrastructures européennes, le traité de l'Union européenne qui empêchera de mettre en place, comme on le sait, la plupart des mesures contre l'immigration, qui empêchera de relocaliser, qui continuera à creuser notre déficit budgétaire. Donc j'ai tendance à dire que la révolution passera difficilement par les urnes, pour citer quelqu'un. Et en l'occurrence, non, je suis relativement mesuré. Je ferai mon devoir citoyen. Mais malheureusement, avec un espoir très, 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 très mesuré de changement à court terme. Pierre Marin. Moi, je ne pense pas que le 24 avril à 20h, les émeutes auront lieu et il y aura un embrasement. J'y crois pas un instant. Je pense qu'en réalité, cet embrasement dont vous essayez de parler, il est déjà là. Ça fait 30, 40 ans, alors moi, beaucoup moins parce que je n'ai jamais connu autre chose, mais 30, 40 ans que ce pays vit sous une cocotte minute permanente. Crise sociale, crise économique, crise sécuritaire, crise migratoire. La crise est permanente. Elle est maintenant sanitaire, elle est démocratique. La crise est permanente et la cocotte minute continue à chauffer. Le 24 avril, il ne se passera rien. Le 24 avril, on aura un président ou une présidente le soir. Feu d'artifice, quoi. Et la cocotte minute continuera à chauffer si Emmanuel Macron
est réélu. Et c'est ça, moi, que j'aimerais passer comme message ce soir, parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de cette élection présidentielle. La fin de la campagne officielle est dans 42 jours. Les gens ne peuvent plus s'inscrire sur les listes électorales à partir de la semaine prochaine. Personne ne parle de cette élection. On se dirige vers une abstention catastrophique. Et j'aimerais vous dire pourquoi c'est important de voter, pour justement éviter cet embrasement, pour justement éviter qu'il continue. Si Emmanuel Macron est réélu, vous aurez une modification du statut des professeurs. Vous aurez un embrasement de l'école. Si Emmanuel Macron est réélu, vous aurez une réforme des retraites, où vous aurez un embrasement chez toutes les personnes fragiles et qui travaillent dur, pas les gens de la ville, pas nous, pas moi en tout cas, mais les gens qui travaillent dur, qui espèrent peut-être profiter des dernières années de leur vie pour se reposer et qui devront travailler jusqu'à 65 ans. Vous aurez une inflation délirante sur l'énergie parce que ce gouvernement refuse de baisser la TVA et la TICPE, qui représente aujourd'hui une très large partie du prix de l'essence. Et Stéphane Edouard nous a expliqué tout à l'heure, notamment pourquoi est-ce que ça a posé d'énormes problèmes dans la vie quotidienne des gens et pourquoi ça allait se répercuter après ailleurs. Si vous revotez Emmanuel Macron ou si vous laissez Emmanuel Macron repasser, vous ferez face à une insécurité qui est déjà endémique, mais qui deviendra cette fois-ci incontrôlable. Ils ont transformé le plus beau pays du monde en Far West. Alors expliquez à tous autour de vous, dites-leur que, notamment à tous les personnes âgées, peut-être nos parents, tous les gens qui sont les tenants du parti de l'ordre, tous les gens qui ont peur de l'embrasement et comme disait Martial, du coup, qui ne voteraient pas Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon parce qu'ils sont les tenants de ce parti de l'ordre qu'on a vu à l'œuvre au moment des Gilets jaunes ou encore à la crise de la sanitaire. Dites-leur que Macron est l'assurance de l'embrasement et que ce pays mérite peut-être une chance. Ça, Pierre Gentillet. Message important, c'est quand même la première fois que les partis institutionnels, dits aujourd'hui républicains, puisqu'ils s'autodésignent comme tels, ne sont pas facteurs de paix sociale. Voilà. On a toujours voté soit pour la droite parlementaire, soit pour la gauche, en se disant, après tout, on a l'assurance que ça va quand même pas être l'émeute, parce que sinon il va y avoir des manifestations, il va y avoir des grèves, etc. Et là, pour la première fois, finalement, tout le monde est placé dans la même situation. Je veux dire, on n'a pas l'assurance que Macron amènera plus de paix sociale que Zemmour, etc. Vous voulez dire qu'il y a du désordre partout, peu importe le candidat, c'est ça ? Exactement. Oui, en fait, il y a des raisons politiques, et puis Pierre sauf l'a si dit, les candidats rétablissent l'ordre. Mais sur le point de départ, moi je suis ce soir du 24 avril, il n'y a pas quelqu'un qui apportera une paix sociale plus qu'un autre. Le fait d'avoir voté Zemmour et d'avoir fait élire Zemmour n'entraînera pas à des émeutes plus fortes que celles que Macron dans une réélection à Place du Louvre. J'en ai aucune idée. Là, pour le coup, vous voyez, vous me mettez un peu béat devant cette question. Je n'ai aucune idée. Je ne suis pas Madame Irma. Je ne sais pas si le soir du 24 avril... il y aura des émeutes, que si c'est Macron, je ne pense pas qu'il y aura d'émeutes. Ça. Je ne le crois pas. Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, j'en ai absolument aucune idée. En fait, il y a la question sociale, c'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, mais depuis des années, le quinquennat d'Emmanuel Macron a accentué ça. On a un pays qui, sur le plan social, est vraiment au bord de l'explosion. Même il est déjà un peu implosé, et il implose de temps en temps. Alors, avec la crise qu'on a traversée pendant 2 ans, on a mis la politique sous une cloche de verre. Mais en fait, en réalité, on voit quoi ? On voit que quand on sort un peu de ce contexte, on est encore sous passe, mais on en sort progressivement, on voit qu'on parle de quoi ? Là, on parle de la hausse des prix de l'énergie, la hausse des produits, des produits alimentaires, l'explosion des prix du café, par exemple, ou les fruits. On est entre 10 et 20%. C'est spectaculaire, qu'on n'a jamais connu depuis des dizaines d'années des hausses pareilles. Donc ça, si vous voulez, je pense que peu importe le candidat, et peu importe la sympathie que je peux avoir pour tel ou tel candidat, c'est pas le soir du 24 avril que ça va se résoudre. Ça va vite quand même, je pense. Attendez, non mais c'est pas d'un coup que ça va se résoudre. Ça va mettre du temps. Et le problème, c'est que les gens n'ont plus le temps d'attendre. Et c'est pour ça que tout se radicalise. C'est pour ça que la gauche se radicalise. C'est pour ça qu'il y a Éric Zemmour qui arrive. Parce qu'en fait, la classe moyenne française a fondu en 30 ans. Et aujourd'hui, on a une précarisation qui est de plus en plus forte et une radicalisation qui va avec. Radicalisation sur le plan social, radicalisation aussi sur le plan identitaire. Parce qu'en fait, les gens ont la pression du temps. Les gens se disent, nous n'avons pas le temps. Pas le temps pour des raisons sociales, pas le temps pour des raisons identitaires. Et les partis traditionnels ne peuvent pas répondre à cette attente. C'est pour ça que LR est complètement en train de fondre. C'est pour ça que le PS est à 2-3% dans les choux, parce que la configuration a changé, parce que l'électorat, les gens se sont radicalisés, parce que la situation s'est tendue. Et je ne pense pas que... alors peut-être qu'il peut y avoir une amorce à partir du 24 avril, c'est pas ce que je dis pas. Mais c'est pas d'un coup que tout va changer. Le contexte va rester pour moi, malheureusement de le dire, encore dur. Ensuite, là j'ai été très pessimiste dans mon tableau, peut-être très noir, mais je pense, peut-être pas le temps de le développer, mais je pense qu'il y a des raisons d'espérer pour après, pour l'avenir. Je pense que
la crise qu'on a traversée là, parce que c'est une crise, a peut-être rebattu une partie des cartes. Regardez, on nous disait, si Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Éric Zemmour arrivent au pouvoir demain, ils ne pourront plus rien faire. On nous parlait des traités, on nous parlait de l'Union européenne, on nous parlait du Conseil constitutionnel. Vous savez, demain, si vous voulez abroger la loi sur le regroupement familial, d'ailleurs pour ça que vous proposez un référendum, c'est pas possible de le faire avec une simple loi. Pourquoi ? Parce qu'elle a la valeur constitutionnelle, et je vais pas faire un cours de droit, mais elle est protégée par un droit supérieur, le droit constitutionnel. Mais on vient d'assister à quoi, là ? Le droit a été complètement tordu. L'état de droit a été complètement tordu. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Le politique est passé au-dessus du juridique. Donc maintenant, on peut s'affranchir du juridique. Alors qu'avant, on nous disait, c'est pas possible, il y a les traités, il y a ceci, il y a cela. Mais en fait, maintenant, on se rend compte que si le politique a la force, et ça j'insiste, on met le Conseil constitutionnel de côté, ça c'est vrai, mais après, devant la Cour de cassation, devant le Conseil d'État, devant toutes les assemblées, mais on peut y arriver maintenant. Parce que le droit, l'état de droit a enfin, et moi je ne le vois pas comme quelque chose de positif, l'état de droit, a enfin été mis un peu à sa place. C'est-à-dire que c'est une hypocrisie, ça a volé en éclats. Donc maintenant, effectivement, des partis qui ne sont pas les partis du système peuvent peut-être espérer, une fois au pouvoir, changer les choses. En tout cas, moi je l'espère. Mais ce qui est sûr, c'est pour ça que je faisais bien la décomposition entre l'état de la France sur le plan sociologique, sur le plan social, et l'état politique tel qu'il est, et tel que ça va changer. Je pense que c'est important de faire ce distinguo. Ma dernière question, elle est rapide, c'est, vous ayant écouté tous, est-ce qu'on peut échapper à Macron ? Est-ce qu'on peut échapper ? Alors non pas en votant, j'ai bien compris, en votant, mais est-ce qu'on peut échapper à Macron ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'assurance de l'autorité, même si elle est fictive, l'assurance de la continuité, c'est des fois important, du encore une minute, monsieur le bourreau, c'est pas voter Macron. Voilà, une minute encore, monsieur le bourreau. Ouais, tous d'élite, mais on continue à avoir des fruits, des légumes, à pouvoir à sortir un peu, et donc et à pouvoir conduire sa voiture. Donc, encore une minute, monsieur le bourreau. Est-ce que ça, c'est quelque chose, vous pensez, qui peut être évacué ? Est-ce qu'on peut échapper à Macron ? C'est quasiment un cri du cœur. Je ne sais pas si on peut échapper à Macron. Ce que j'ai envie de faire, c'est de poser mes pas dans les empreintes de Pierre, qui nous a, comme ça, enjoint à réfléchir avant de voter. J'ai envie de dire, réfléchissez avec le cœur, mais réfléchissez également avec la tête. Et mon passé d'ingénieur me pousse toujours à objectiver un petit peu les choses. Quand une politique a eu les moyens et le temps d'opérer, à un moment, il faut faire les comptes. Et j'invite les gens, avant de voter, à prendre 3 indicateurs de leur choix. Je ne leur impose pas les indicateurs. Moi, j'aime bien regarder, par exemple, le déficit budgétaire, l'espérance de vie, la mortalité infantile, le classement des écoles. Mais si vous voulez regarder le chômage et je ne sais pas quoi d'autre, la dette et la sécurité, mais attention, les chiffres sont biaisés avec la sécurité parce que, en tout cas, sur l'INSEE, vous le savez aussi bien que moi, l'insécurité est très corrélée à l'insécurité routière. Donc, en fait, on lui fait dire ce qu'on veut, puisqu'en fait, pour la compenser, on met ou pas les chiffres. Enfin, ça, c'est un... Avec ce confinement, il nous embrouille bien. Un débat il y a moins de cambriolage. Voilà, on était tous dans nos maisons. Laissons de côté l'embrouille des chiffres de l'insécurité. L'immigration, on a des meilleurs chiffres aussi, si vous voulez. Oui, mais certes, mais bon. Laissons-les de côté. J'invite les gens à se départir d'une amitié ou d'une inimitié pour un physique, pour un personnage, pour il est mignon, pour il est dur, oh là là, j'ai peur, etc. Et à objectiver. C'est-à-dire, regardez que la politique... Regardez les chiffres, 3 chiffres. Encore une fois, déficit budgétaire, qualité de l'enseignement et qualité hospitalière. Vous les prenez au début d'un mandat ou d'un groupe de mandats, s'ils ont été, on va dire, cohérents. Là, on peut quand même, sans leur faire offense, emboîter François et Emmanuel, qui quand même ont mené plus ou moins la même politique. Regardez au début, regardez à la fin. Oui, non, mais c'était dit sans malice. C'est purement... Et regardez les chiffres, et vous verrez simplement si cette politique a porté ses fruits ou pas. Et je trouve que c'est un effort qui est trop peu fait. Je trouve que les Français connaissent très mal les chiffres. Qui est capable de citer la dette ? Une personne sur 3 ? Sur 4 ? Beaucoup moins. Ouais. Beaucoup moins. Ouais, même sur les marchés, qui arrive à reconnaître les personnalités politiques ? On a déjà du mal. Qui est capable de citer notre déficit budgétaire ? Qui connaît la part de nos prestations sociales dans le budget de l'État, tout simplement. Le budget de l'État, assez peu. Et ça prend 2 minutes. Vous avez tous, je m'adresse là pour le coup directement aux téléspectateurs, ce sont des indicateurs que vous trouvez en 5 minutes via des appareils sur lesquels vous passez des heures par jour. Donc sur ces heures par jour, vous prenez 5 minutes pour regarder ne serait-ce qu'une fois par an l'état du déficit, de la dette, nos classements à l'international, et vous regardez dans quel sens ça va. Et à un moment, c'est un effort
qui n'est certes pas très glamour, parce que c'est un tableau et c'est une courbe, mais c'est pas si compliqué, et ça permettrait de rajouter de la raison dans un monde de passion. Voilà. Peut-on échapper à Macron? Ma question. Sans voter, je vois pas bien où est-ce que vous voulez venir. Vous allez voir où je veux en venir. Ouais, je veux dire, le fait de vous battre entre Zemmour et Le Pen, est-ce que c'est pas permettre à Macron de gagner? Zemmour et l'assurance vie de Macron, bien sûr. Mais alors, qu'est-ce que vous faites là? Je vais vous dire. Je vais vous dire. Non, vous me dites Zemmour, c'est l'assurance vie de Macron. On est à 18%, il est derrière. Mais il va dire que Le Pen est la... Vous savez, je vais vous dire deux choses. C'est que vous avez besoin de lui ou il aura besoin de vous. Qu'est-ce que vous faites à vous battre? Et Martial, c'est la raison pour laquelle vous ne me verrez jamais sur des plateaux dire des choses qui sont... Enfin, je suis jamais virulente parce que je sais bien qu'il va falloir qu'on se parle. Moi, j'en suis à... Non, mais... d'accord, mais moi je vais vous dire, j'ai deux choses que je regrette vraiment. Je sais qu'on était allé chercher Éric Zemmour au moment des européennes. On lui avait proposé la deuxième place. Donc il n'était pas si bête que ça, il n'était pas si mauvais que ça. Non, mais personne ne dit ça, Martial. Vous faites un peu l'avocat du diable. Mais vous vouliez qu'il soit sur votre liste. Et je regrette qu'à ce moment-là, il n'est pas fait parce que je pensais que finalement, il suffisait peut-être qu'Éric Zemmour dise quelque chose pour que justement cette grande force nationale, elle soit pas divisée. Moi, je le regrette évidemment. Et je vais vous dire, moi, vieille militante que je suis, Éric Zemmour, typiquement, il m'a blessée quand il est rentré en campagne et qu'il a dit, vous savez, dans son discours où il dit, voilà, moi je me suis retourné, j'ai vu qu'il y avait personne qui s'occupait de l'immigration. Moi, ça m'a meurtri. Je veux dire, il y a 30 ans, je me faisais casser la gueule à la fac parce que déjà, je collais des affiches sur l'immigration. Donc c'est vrai que le côté, j'arrive, je suis un peu le coucou, je fais mes nids dans... C'est comme ça la politique, c'est comme ça dans la planète. Vous n'avez pas le monopole des gens, des votes et des électeurs. On est évidemment d'accord, mais moi je vous rejoins sur le fait... Parce que c'est ce que vous disiez l'UMP, je vous rejoins sur le fait hein. qu'il faut absolument que ce camp national, on arrive à le refaire. Parce que vous avez entendu ça, Toulon, quand le RPR était au pouvoir, en disant, vous, le Front National, vous venez prendre notre place. Non, il n'y a pas des places qui sont attribuées. On avait deux projets différents, excusez-moi. Mais ce sont les meilleurs qui gagnent. Non, il y a quand même deux projets différents. Alors que là, dans la mesure où on partage quand même nombre de nos constats... Comment on échappe à Macron? Marine passe le premier tour et on discute, on va se mettre autour d'une table et évidemment qu'on va essayer de... Mais tout à l'heure, je rebondis sur ce que vous disiez, Pierre, sur Ciotti. Mais moi, Ciotti, c'est pas possible, je peux pas entendre ça. Je ne vous dis pas de voter Ciotti, je vous dis, il a avancé une thématique et celle du grand remplacement. Je sais très bien ce que vote Ciotti. Non, mais bien sûr, parce que moi, je suis quand même élue en région PACA, où Ciotti a soutenu Renaud Muselier, qui avait fait alliance avec la REP au premier tour. Avant le premier tour, ça n'est jamais arrivé. Un truc de fou. Donc Ciotti dit je ne trahirai jamais, mais il a déjà trahi Ciotti. Donc donc en fait, est-ce qu'on veut vraiment faire alliance avec cette droite qui finalement bande les muscles là et qui après est 50 nuances de lâcheté? Si je puis me permettre. Allez-y, pardon. J'ai l'impression que vous allez me dire coupez, faites court, c'est ça, non? Non, mais faites court. Parce que vous m'auto-censurez régulièrement depuis 7 ans. Incroyable. Non, mais je voudrais rebondir sur ce que vous disiez parce que d'habitude je suis optimiste, mais j'ai un pressentiment pour cette élection. Alors, je ne veux pas jouer les Cassandres, mais Pierre, je prends Pierre à témoin. Moi, je pense de plus en plus que on pourra discuter autant qu'on voudra sur la division Zemmour, Marine Le Pen. Pour moi, c'est 90% de l'électorat, tout ça. On l'a dit. C'est la division du camp national. Oui, mais c'est pas tout à fait Non, mais c'est quasiment... Oui, ok, d'accord. Un peu plus sensible, un peu plus populaire que Marine Le Pen, un peu plus à l'ouest, un peu plus urbain pour Zemmour. Je suis d'accord, mais c'est 90% les mêmes idées. C'est ça ce que je veux dire. Je pense très sincèrement qu'il y a un risque que personne n'a vu, c'est que l'angle mort, Pierre voit ce que je veux dire, c'est mon pari depuis 3 ans, l'angle mort de la politique depuis le début de ce quinquennat, c'est la gauche. Et la gauche, en 2017, il y a un phénomène qui s'est passé, qui pour moi est le phénomène qui n'a pas été assez bien vu, le score extraordinaire de Jean-Luc Mélenchon et l'inversion des courbes entre Hamon qui était à 12% un mois avant le premier tour, et Mélenchon qui était à 11%. Mélenchon finit à 19,58%, Hamon terminera à poil à 6%. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un phénomène à gauche, je pense qu'il y a un traumatisme à gauche de 2017. C'est de l'ordre de l'instinct de survie. Bien sûr, de l'ordre de l'instinct de survie, et peu importe la question d'être au second tour, ils ne veulent surtout pas avoir au second tour à voter pour eux, entre 2 candidats d'extrême droite. D'où l'arbitrage qui est fait non pas par les partis politiques, mais ce qui, comme ça s'est fait en 2017 entre Hamon et Mélenchon, par l'électorat. Et mon pressentiment, ce qui j'espère sera faux, c'est que je pense que là, la droite est en train de, entre Zemmour et Marine Le Pen, je ne compte pas évidemment Pécresse là-dedans, hein. Pour moi c'est Macron en bis, ils sont en train de se chevaucher au niveau des courbes, et il me semble qu'il y a un risque pour que, un espèce de 2002 à l'envers, c'est-à-dire que ça vienne cette fois-ci de l'extrême gauche, que Jean-Luc Mélenchon remonte, parce qu'il y a un phénomène de groupement de cet électorat, d'autant que, vous savez que c'est toujours dans les 2-3 dernières semaines, et c'est d'ailleurs pour ça que Mélenchon est monté aussi à la fin, que l'électorat populaire se mobilise. Et certes, il est pris par Marine Le Pen, il est pris par une partie de droite,
mais il est aussi pris, pardonnez-moi, Non, par la gauche. on est d'accord. Donc, je termine en une phrase. Pour moi, il me semble qu'il peut y avoir un risque aussi de second tour. Que je sais, ça peut paraître un peu, au moment où on est, un peu fou, je dis ça, vous avez vu de second tour, Mélenchon. Oui. Voilà. Dans la question, Parce que d'ailleurs, je veux vous avez dire, bien vu que j'ai pouvez laissé pas me- Mélenchon vous dans la pouvez question. pas me Je dire l'ai à pas moi la dit. division. Moi, j'ai divisé personne. Vous voyez ce Mais que je veux dire je dis rien. Non, mais Martial, quand vous me Je dites, constate. il y a un truc à faire. Ok, mais moi, j'ai divisé personne. Je veux dire, moi, ça fait 8 ans que je suis élu Chacun au prend Conseil ses national. responsabilités. Je veux dire, moi, je ne suis pas là pour La faire l'arbitre. responsabilité, ça serait quoi? La Je suis pas responsabilité, c'est au sort du premier Je tour. ne suis pas arbitre des élégances. Non, mais- Je dis que je vois ce qui se passe devant nous. La difficulté pour Mélenchon, c'est qu'il a plus les 12% de Non, mais Hamon, il on n'a plus est que bien les d'accord. 2,5 de Hidalgo. Mais non, mais et attendez, les 4 mais de non, vous raisonnez, de pardonnez-moi, Taubira. Oui, je mais non, sais, mais il y a plein par les d'abstentionnistes qui ne sont pas Oui, encore mais ça peut arrivés. être valable aussi pour Non, Zemmour, mais ça peut être les valable pour Marine Le Pen. abstentionnistes Mais non, votent Marine justement, gagne. la certitude de vote Il faut est que les très forte abstentionnistes- chez Non, c'est les milieux populaires. l'électorat Non, non. Zemmour et Marine Le Pen. non, mais si. Justement, à gauche, il est en train de bouger. Martial, en vrai, notre électorat, une grosse base de notre électorat se demande plutôt comment, le 8 du mois, ils vont terminer le mois, comment ils vont mettre de l'essence dans leur... pas faux. Voilà, et comment ils remplissent le frigidaire. Ils sont quand même loin de ces préoccupations. Moi, je pense sincèrement que si notre électorat va voter, je pense que Marine Le Pen a toutes les chances de gagner. Oui. Par contre, s'il ne va pas voter, ça sera comme avec Mariani, on a perdu la région. Pierre Marin, est-ce que vous avez fait Non, mais un appel si j'avais la aux solution magique téléspectateurs? pour, Qu'est-ce que vous dites aux téléspectateurs de Valérie Pécresse, à ses électeurs, Douglas le chien et tant d'autres? Non, si Il j'avais y a la un chien solution. qui a voté pour Valérie Pécresse. C'est ce soir, C'est mercredi. l'article de Libé, En fait, voilà, ils ont trouvé, les journalistes ont Des trouvé morts et des qu'il chiens. y avait des morts qui avaient voté pour Valérie Pécresse, mais ça, c'est le côté corse. On n'est pas en Corse, Là, justement. Les gens puis, découvrent le puis un RPR chien. et les fichiers. Un chien qui s'appelait Douglas et qui a donc voté pour On a Valérie compris, Pécresse. Martial, on a compris, je crois qu'on a Maintenant, je compris. l'explique maintenant, parce que vous êtes... Mais oui, je croyais tellement au courant de tout ce qui se passe. Ah non, Non, mais on va se faire une émission spéciale Pécresse, Martial. Je vous la promets, ça a l'air de vous tenir Moi, à je veux cœur. revenir alors. Non, si on peut- Bah, elle m'amuse, elle Si j'avais m'intéresse, si elle j'avais la m'intéresse. solution pour battre Macron, je pense que je serais peut-être recruté par un ou une candidate pour en parler. Mais vous avez failli l'être. Et pour lui donner Vous avez failli l'être. mes avez recettes failli magiques. l'être. Je crains Vous malheureusement. avez failli l'être. Je crains malheureusement, Martial, Vous avez dit non. que en réalité Emmanuel Macron présente, parce qu'il est un des rares à avoir bossé depuis 5 ans, un socle sociologique très très stable et très homogène, et j'en ai déjà parlé ici, dans toutes les classes d'âge. Emmanuel Macron est l'homme qui est plus populaire que toute la gauche réunie chez les classes populaires. Emmanuel Macron est l'homme qui est populaire chez les retraités plus que les républicains. Emmanuel Macron est l'homme qui est populaire chez les 18-24 ans comme chez les plus de 65 ans. Emmanuel Macron, malheureusement, a bossé et il a imprégné le pays. Maintenant, Pas à bosser. tout à n'est pas, bosser, tout n'est à pas bosser à écrit. ça, mais pas à Tout n'est pas bosser tout. écrit. Beaucoup de gens parlent en ce moment de 81 et cette élection qui était promise à Giscard et qu'il a lamentablement perdue grâce notamment à l'aide de Chirac à l'époque déjà. Il trahissait lui aussi. Et donc il y a toute une série d'exemples historiques qui nous permettent d'espérer. Et si on n'espère plus, eh bien, ça ne sert à rien de vivre. Donc voilà, je ne dis pas que c'est fait, je dis qu'il va falloir y aller au marteau-piqueur. Et je constate qu'à 40 jours de l'élection présidentielle, tout à l'heure Stéphane Le Noir a commencé un inventaire, ou a suggéré de réaliser un inventaire du quinquennat Emmanuel Macron. Ce serait bien que quelqu'un le fasse. Puisque les médias, depuis 6 mois, et là je vais m'en prendre encore à vos camarades et collègues, ne font pas le travail. Oui, il a raison. seule- Il fact-check, mais C'est il ne ça. regarde pas les indicateurs qui devraient crever Il y l'écran. a une sur Emmanuel Macron depuis 2 mois qui est sortie. Je mets à part le JDD qui est plus ou moins le bulletin officiel du gouvernement, mais il y a une qui est sortie, c'est Challenge. Pourquoi tant de haine? Voilà. Mais Voilà. écoutez, la Il faut reprise se du rappeler bouquin, hein. ce que Nicolas Sarkozy prenait en 2012, pas pour le défendre, mais quand il allait à Bayonne et qu'il se faisait massacrer par la CGT, tous les médias trouvaient ça à peu près normal. Il faut se rappeler ce que Chirac a mangé, à juste titre également, en son temps, en 2002, le président fatigué, éreinté, qui ne servait plus à rien, qui n'avait rien fait, qui avait transformé son septennat en semestre. Enfin, il faut se rappeler ce qu'a été la fin aussi de la Mitterrandie, et là, d'observer que rien n'est fait. Je te parlais tout à l'heure de la mobilisation des personnes, mais également pour parler de ce quinquennat épouvantable à tout point de vue qui vient de se terminer. Ça n'est peut-être pas sans lien avec les 350 millions de subventions récentes à la presse. Ça fait moins de 2 mois. Voilà. Mais comme nous, on a 0 centime, alors Le timing est quand même impressionnant. Après, Stéphane, je suis d'accord sur le fait d'aller chercher des chiffres et tout, mais même le réel se rapproche à vous. Quoi. Le constat, on peut le faire aussi sur le réel, sur le plein de bouffe qui coûte hyper cher, sur mes filles qui se font systématiquement... elles vont plus à la plage, par exemple, mes filles. On a un tel gros problème d'immobilier
d'immigration à Toulon, que quand vous avez 2 filles de 18 et 20 ans qui vont à la plage et qui vont se baigner, elles reviennent, il y a des serviettes partout. Je veux dire, on est oppressé, on peut pas sortir sans être harcelé. Tu as parfaitement raison. Donc en le fait, réel aussi sans le réel, permet à faire un constat. malgré les médias, le réel permet à Éric Zemmour et Marine Le Pen de faire quasiment plus d'un tiers du pays à eux-mêmes. Donc il faut s'imaginer ce qu'on serait si on était en Angleterre avec des médias pro-Brexit, anti-Brexit. Juste une chose, il ne faut pas trop surestimer, alors je le dis avec énormément de respect pour les gens et sans mépris, il ne faut pas trop surestimer la capacité de socialisation et d'information des personnes. Les gens vivent dans une bulle. Personne n'est au courant. Je vous rappelle ce sondage BVA d'il y a 2 semaines, 43% des Français savent qu'il y a une élection en avril. Là, quand en fait on a pris conscience de ça, on se pose 30 secondes et on s'inquiète. Ou on va coller des affiches, on va tracter, ou on appelle un tel et une telle. Vous avez vu que j'ai rappelé les dates. J'ai dit 10 et 24 avril. Vous voyez que je fais mon travail de pédagogue. Jusqu'au 4 mars. Allez, Macron est-il indéboulonnable ? Bien sûr que non, disent Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Bistro Liberté revient après de longs mois de privation sanitaire et on va rattraper le temps perdu. Et oui, il y a du vin qui est revenu et c'est un vin de Cahors, délicieux le vin de Cahors. Laure Lavalette, ça y est, vous êtes croqué pour la première fois. Comment éviter le grand remplacement en le remplaçant par un autre, l'embrasement national. Voilà, ça c'est pour votre, rassemblement national. Stéphane Croquet aussi, mais pas pour la première fois. Comment éviter le grand embrasement en soignant quelques penseurs pyromanes de l'exécutif ? Alors celui-ci, je le garde parce qu'il y a 3 ans, tu me les as gentiment proposés. J'ai décliné pour faire le fier. Maintenant, je les regrette. Voilà, donc c'est ça pour toi. Ça sera pour vous. Et c'est pourquoi tout le monde se tutoie ce soir. Allez, pour enrichir les débats, on a ajouté 2 pierres à l'édifice. Pierre Marin, bien évidemment, et Pierre Gentillet. Vanda, c'est bien. Tu repartiras à CNews comme ça, tu nous feras un bisounours gentil. Bisounours gentil, écoute, voilà. Écoutez, voilà. Macron. C'est drôle. Parce que vous n'allez pas le revoir de sitôt, là. J'étais ravi d'être avec vous pendant 7 ans, Marcel. Je vais me faire engueuler. C'est 7 ans qu'on se va engueuler à la fin. Et je vais me faire engueuler là. Mais c'est de la faute d'Ignace, notre dessinateur, pas de moi. Macron 2017-2022, c'était inflammable. Macron après 2022, c'est extrêmement inflammable. C'est un peu la conclusion de notre propos. Là, c'est Christophe Barbier qui est mis en scène par notre dessinateur maison. Confinement, passe vaccinal, crise économique, insécurité. Nous voilà complètement liés par ces fléaux. Christophe Barbier indiquant « Estimez-vous heureux ? Sans Macron, c'eût été bien pire ». Question intéressante aussi d'ailleurs. Vous voulez être un citoyen libre, soumettez-vous à nos directives sanitaires. Cela, bien évidemment, c'est un peu la constante des 2 dernières années. Et puis Marine Le Pen, elle va être contente. C'est pas moi qui l'ai décidé. Nous sommes pour une droite radicale, mais totalement cool, Marine Le Pen. Moi, je le voudrais aussi. Voilà, c'est pour vous. Allez, on se retrouve tout de suite pour Bistro Liberté avec nos invités Stéphane Edouard, Laure Lavalette. À tout de suite. Cette rubrique importante qui est celle de confession. On va poser à nos invités des questions. Nous avons une voix, The Voice, qui le fait pour nous. On l'écoute. Quel est votre héros dans la vie réelle ? Quel est votre héros dans la vie réelle ? Elle est Laure Lavalette. Novak Djokovic. Oh non. Oh bah tiens. Quoi ? Vous me l'avez volé. En vrai ? J'allais le sortir. C'est vrai ? Pardon, je non, mais il dit ça parce qu'il n'avait pas d'idée, en fait. Vous prenez l'espagnol, non ? Non, je voulais mesurer. Je voulais mesurer. Comment s'appelle Rafi ? Non, Non, mais Novak, grand symbole quand même à l'heure actuelle. Oui, que le héros se mesure à ceux qu'il est prêt à perdre. Exactement. Et donc, lui, depuis Mohamed Ali, personne n'a consciemment... Vous voyez qu'on est quand même vachement d'accord, c'est un problème. Ça m'effraie. Personne n'a consciemment mis en jeu un titre ou de l'argent ou les deux pour une conviction politique. Exactement. Et ça fait 40 ans qu'on attend ça. Ali, c'était en 69, si je ne m'abuse, après son titre olympique. Et depuis, ça fait 50 ans maintenant. Je ne sais pas. Pourquoi je me dirige vers toi quand je ne sais pas, tu diriges vraiment ça fait 50 ans qu'on attendait qu'un sportif abdique ou mettent en jeu une somme d'argent significative et un titre du Grand Chelem ou de n'importe quel sport d'ailleurs au titre d'une conviction. Et alors, je déteste le tennis à la télé, ça m'emmerde comme pas possible. Je n'ai jamais vu un match de Novak, mais pour le principe et pour la perte endurée, c'est à respecter.
Non, puis il est quand même assez hallucinant, je veux dire, c'est un mécène, il a ce côté chrétien qui, moi, me touche évidemment quand il dit « je suis chrétien avant d'être sportif ». Et puis c'est vrai que la résistance là, qui l'oppose à cette obligation vaccinale est quand même assez hallucinante, quoi. Oui, lequel d'entre nous est prêt à s'asseoir sur une part significative de ses revenus et de son prestige pour une condition? Du prestige, parce on n'est pas si gagné... nombreux. Non, c'est sûr. Puis les Australiens sont des Bon, tarés. on est d'accord. Allez, on passe. Autre question. Quel don de la nature voudriez-vous avoir? On va laisser Stéphane répondre, parce que si j'ai pas c'était le d'idée, même donc je vais don... dire, vous me l'avez piqué, ça va Je vous l'ai dit à l'oreille, comme ça vous ça va le faire. J'aurais dû vous faire répondre à l'avance. Alors moi, j'aimerais on est mal. récupérer un don que j'avais étant gamin et que j'ai perdu, qui est la téléportation. Parce que quand j'étais gamin, je m'endormais dans la voiture et je me réveillais dans le salon. C'est vrai. Et je m'endormais dans le salon et je me réveillais dans mon lit. Et adulte, ça ne fonctionne pas. Si je m'endors dans la voiture, je me réveille dans la voiture avec mal au cou. Et si je m'endors dans mon canapé, personne ne me met au lit. Voilà, donc j'aimerais récupérer ce don La téléportation. que j'ai eu jusqu'à 7 ou 8 ans. Ouais, ça va, ça va, la téléportation, ça va. J'ai fait ma 3e dose, tout va bien. J'ai pas d'idée. Pas d'idée? Non. Peut-être l'ubiquité pour être un peu partout, j'ai l'impression de louper des trucs. C'est pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal. C'est sûr, bon habiter en province quand on fait de la politique, c'est pas simple. Oui. Et à Tout se Toulon. passe à Paris quand même. Et à Toulon, c'est loin. Non, à Toulon, c'est bien. Ah bon? Bien sûr. On a Charles Berling, enfin Oui, c'est c'est chouette. ça, notamment. Mais sinon, le grand remplacement à Toulon, ça se passe comment? C'est en deuxième partie d'émission, c'est au moins, pardon, c'est d'accord. le débat, c'est là où on va être un Parce peu que je moins suis de la d'accord. Côte d'Azur, et déjà, il y a 20 ans, Toulon, c'était quand même... Oui, mais il y a une montagne C'était derrière, un ils peuvent se grand réfugier. rampe. Il n'y avait pas encore le placement, mais il y avait le grand simple. rampe déjà. C'est pas simple. Comment s'appelle le mont? Le Faron. Le mont Faron, bien On est sûr. pris Voilà. entre la Méditerranée et le Faron. Voilà, donc vous irez sur j'ai le Faron, l'impression de vous vous tourner protégez. dos. Allez, Oui, nouvelle question. Et si vous étiez un livre? Laure Lavalette, si vous étiez un livre. Cyrano de Bergerac. On n'a rien fait de mieux. C'est que ça a déjà été dit ici. C'est vrai, ça par m'étonne d'autres pas. invités. C'est quand même un monument de notre littérature, une histoire d'amour extraordinaire, surtout la fin, là, Cyrano de Bergerac. Avec Gérard Depardieu sans dans hésiter, le rôle. mais oui. Ah voilà. On le regarde à J'étais chaque sur ça, Gérard vacances. Depardieu, c'est sûr. J'adore. Martial, vous devriez obliger les invités qui répondent ça à citer au moins 2 vers. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Exactement. Ça fait quand même. On aurait pu dire bien des choses ensemble. Une péninsule, enfin, tout ça, quoi. Allez, tout ça, allez. Non, mais bon. la façon... je me demande même comment est-ce qu'on est passé de Cyrano de Bergerac à Wesh t'es bonne, quoi. Il y a un moment où il y a quand même un énorme gap, quoi. C'était tellement beau, tellement dense, tellement riche que voilà. Ça donne d'ailleurs un très beau pièce de théâtre, beau film, s'appelle Edmond. J'ai une idée pour vous pour le livre. Eh ben, alors allez-y, puisque comme ça c'est... Le premier sexe, un peu misogyne, Éric Zemmour, non? Non, c'est pas ça. Là c'est une attaque, là je pense. Enfin, moi je la vois comme ça. Hein. Non, mais alors J'ai réfléchi vite en me disant que c'est... oui, c'est bien tenté, sauf que j'avais des romans plutôt. J'aime les livres qui... Enfin, beaucoup de romans tiennent sur la dynamique de la conquête, c'est-à-dire je cherche à conquérir un être qui m'échappe ou quelque chose qui m'échappe. Et en fait, j'aime les romans qui montrent ce qui se passe après la conquête. Conquête, reconquête, vous auriez pu rebondir là-dessus d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, j'ai pas été bonne. Et j'aime... parce que la reconquête, vous tombez par terre. C'était pas mal. Ma réponse vous intéresse pas. Mais si, je me tourne vers vous, Stéphane. Et je trouve mais il est dur. qu'il y a beaucoup plus de talent à dépeindre la déconvenue qui suit la conquête. Donc j'avais 2 romans en tête que j'ai lus récemment, du même auteur, qui est passé de mode, qui s'appelle Bromfield, que j'invite nos téléspectateurs à redécouvrir. Louis Bromfield, qui a eu le prix je ne sais plus quoi, Goncourt, je crois, pour La Mousson. Mais c'est pas La Mousson que je recommanderais, c'est un héros moderne et l'homme comblé, qui décrivent de façon admirablement triste, donc admirable, ce qui se passe quand on a conquis ce qu'on désirait. Hein, tout arrive, même ce qu'on désire, comme disait je ne sais plus qui. Et quand on l'a, qu'est-ce qui se passe? Quand on a l'amour de sa vie, qu'est-ce qui se passe? Quand on a le poste de sa vie, qu'est-ce qui se passe? Quand on a émigré dans le pays dont on rêvait, qu'est-ce qui se passe? Et toute la descente ensuite, la désillusion. Puis un homme comblé, c'est tout vous. On lit ce qu'on n'est pas, ou on lit ce qu'on voudrait être. Non, mais d'où l'intérêt, je pense, de profiter des petits bonheurs de la vie sans se donner non plus je des vais le mettre sur grandes mon chances. Instagram, ça. Non, mais quelque Ça part, marchera je veux dire que... Non, mais par exemple, on se dit, quand on a 15 ans, on se dit, vivement que j'ai mon bac, ça paraît dingue, puis une fois qu'on l'a, on se dit, C'est ça. autre chose. Et puis après, vivement que je sois avocat, puis après on se dit, ça y est, vivement que j'aille sur TV Liberté, moi, ça y est, c'est fait. C'est fait. Moi, j'ai fait l'inverse. Il a Ouais, fait l'inverse, il a été sur TV Liberté avant d'être avocat. Je ne vais pas dire que c'est dû à ça, mais c'est... Je peux vous dire qu'il me charriait parce qu'il mettait la pression à l'époque où j'étais en train de passer le barreau, j'étais exactement assis ici. Et je me souviens que j'étais en train de le passer, il disait, on espère que vous allez l'avoir. Du coup, on informe tout le monde que Ah vous ouais, passez on le barreau. entend tout le monde que si vous vous plantez... Donc, heureusement que je l'ai eu, effectivement. Mais je pariais sur le fait qu'il allait
réussir. Puis-je citer mon passage préféré de Cyrano ? Allez-y. Quand son adversaire, dont j'ai oublié le nom, le lance dans une Guiche. Voilà, merci. Le lance dans une Vous voyez joute qu'on fait oratoire. une bonne équipe, C'est excusez-moi, un duo, c'est mais un quand duo. même. Il faut qu'on discute des modalités de collaboration de cette équipe, plus précisément. J'ai un mari corse, ça va être hyper compliqué. Oui, mais ça restera professionnel, donc le mari n'a rien à voir là-dedans. Quand De Guiche lui lance dans une joute oratoire, disais-je, et lui recommande de lire Don Quichotte, avez-vous lu Don Quichotte ? Cyrano répond non. Eh bien, je vous recommande de lire le chapitre 13, chapitre des moulins, où un moulinet de leurs grands bras chargés de toile peut vous lancer dans la boue. Et Cyrano répond, cher public, personne ? Non. Merci. Ou dans les étoiles. Ou dans les étoiles. Ça, c'est beau. Allez, on garde. On passe à une autre question. Que chantez-vous sous la douche ? Stéphane, vous êtes en Italie. Vous êtes sous la douche. Bon, on va arrêter là, les images. douche on à va pas se l'italienne. téléporter. Et donc, la douche à l'italienne, bien évidemment, forcément. Oui, c'est pas très Et bonne qu'est-ce que scène. vous chantez Qu'est-ce que vous chantez Je chante Pavarotti. un tube de ma jeunesse qui s'appelle Remind Me of You, d'un groupe qui s'appelle Tribal Jam. Voilà. Alors, je connais pas. Je connais Tribal Jam, mais alors, comment chantez-moi juste Non, le début non, ça c'est pas prévu. ça va devenir un mème et en fait je vais l'entendre pendant 10 ans sur Internet si je chante. C'est pour je ça qu'il faut chante faire. maintenant. Alors, allez-y. Non, Mais vraiment. juste les 3 premières notes. Non, comme ça. vraiment pas. C'était ce que j'écoutais au lycée C'était il y a longtemps. pour me motiver. Oui, il y a 25 ans, donc je réécoute ça. Et c'était quoi, en gros, comme ça Non, vous m'aurez pas. D'accord. Allez, Laure. Moi, je chante Dalida ou Jean Pax. Alors, Dalida, c'est pour Marine, bien sûr, et Jean Pax, c'est pour Marine aussi. Donc c'est Non, bien. Dalida, c'est comme pour ça, vous êtes devenu Falco, je veux porte-parole. mourir sur scène. Je ne s'arrête jamais de faire de la politique. Et c'est fini Et la Jean comédie Pax aussi, vous savez, c'est sa aussi. plus belle chanson. Aussi. Hein Et Jean Pax, parce que Véronica, Jean on n'a rien fait de mieux depuis. Voilà, Jean Pax, bien sûr, qui a été ici, bien évidemment, notre j'imagine, invité. j'imagine. Et qui est un ami TV Liberté. Allez, on continue. Avec qui aimeriez-vous dîner ? Alors là, je pense que je suis de trop, mais alors, on va vous laisser répondre l'un et l'autre. Ce Chacun soir, je votre suis tour. pris. Allez-y. Moi, je dînerai avec Pierre Gentillet, Mathieu Slama et Nathan Dever. Voilà. Et Kevin Bossuet, peut-être. On va sans doute Non. on va sans doute se disputer. Merci Pierre. C'est pour toi. C'est vrai, oui. Alors, on va peut-être. bah, là, vous on va êtes- pas- vous êtes, avec vous, je vous vais êtes pas mis en disputer, cause, mais je veux dire. non, mais c'est vrai qu'avec Mathieu Slama sur les questions Ouais. de liberté fondamentale, on se rejoint parce qu'on est tous les deux contre le pass vaccinal, mais on a fait une émission d'ailleurs lundi où pour la première fois on était sur un plateau. Et en fait, c'est amusant parce que on est de traditions politiques assez éloignées, même philosophiques et juridiques. Et pourtant, c'est vrai qu'on Mais s'est oui. retrouvés contre Oui, Est-ce ça. que vous arrivez, vous, Ce qui fait que moi, je me vous arrivez des réjouis plutôt de ce qui se Républicains. passe. Vous Pardon arrivez des Républicains. C'est- Vous non, arrivez c'est de indépendance. Pécresse. Bah si, vous étiez avec Pécresse. Oui, mais je veux dire, c'est. Oui, sans doute, mais le sans sujet. Ah non, Pécresse, non, certainement La pas. pente est glissante. Non, pardonnez-moi. Non, mais je vous avez dit une connerie là. Non, c'est a vous envie qui qu'on faites parle des de conneries. Pécresse. Ah non, j'ai C'est jamais les été avec Républicains. Pécresse. Non, mais c'est vous qui avez fait les conneries, c'est pas moi Ah non, qui mais l'ai ne dit. dites pas ça, ne dites jamais ça. Mariani était jamais avec les ça. Républicains, les Républicains étaient Jamais, avec au Pécresse. contraire, au contraire. Non, mais Au là, je contraire, comprends Valérie pas. Pécresse a attaqué Thierry Mariani quand Thierry Mariani a fait des avances pour aller vers le Rassemblement National, Front National en 2019, je ne sais plus comment ça s'appelait. Donc non, pas du tout, vous ne me mettrez pas dans ce sac-là. D'accord. Mais D'accord, je dont renouvelle acte. effectivement Dont acte. toute mon admiration et toute mon amitié à Thierry Mariani. D'accord, dont Donc, je acte. lâche pas. Qui est mon ami. Qui est votre ami. Vous avez Quand tous même. répondu à cette question? Pas moi. Non, allez-y. Alors Voilà, si vous êtes sympa, vous dites avec moi. Mais bon. Alors moi, je dînerai avec pas vous sympa. en second, mais d'abord, Je suis rarement un choix B, excusez-moi. je Vous savez dis- parler aux femmes, c'est sympa. paraît-il. Je dînerai avec C'est un métier. Manu. Je dînerai avec Emmanuel, avec qui nous avons essuyé les bancs de Sciences Po en 2001, parce que nous avons le même âge. Et je l'ai quitté en train de roder son Parce que c'est notre projet dans l'amphi Boutmi en mai 2001, si je me souviens bien. Il rodait son timbre comme ça, un petit peu éraillé, entre les deux tours, où le père de votre candidate avait franchi l'étape du premier tour. Et je me rappelle de... Alors, je parle de Jean-Marie Le Pen, j'essaie de suivre tout le monde. Oui, mais je pense que sur TVL, on sait qui est le père de Marine. C'est une Globalement, information qui ne vous c'est- aura pas qui n'aura échappé à personne. Et je me rappelle que C'est ça avait, tellement peu été, dit. ça avait été l'occasion pour de jeunes tribuns, de jeunes bretteurs, sous l'œil, je peux maintenant le dire puisqu'il n'est plus avec nous, coquin de Descoings, de se roder un petit peu leur talent oratoire. Et je me rappelle de Manu,
qui devait peser 30 kilos tout mouillé, qui était comme un fil, qui rodait son talent de bretteur comme ça en tapant du poing dans l'amphi. Et 21 ans ont passé, si je ne m'abuse. Nos parcours, moi je suis un exfiltré désormais sur Internet, lui est aux affaires. Et je lui demanderais bien, alors, depuis ce jour-là, t'es passé par quoi et surtout par qui? Voilà. Richie est passé par la fenêtre, lui. Allez, on poursuit. Que détestez-vous par-dessus tout? Je vous laisse. Je crois que c'est à vous. Non, mais allez-y, parce que je réfléchis. Elle a préparé, mais... Non, mais je réfléchis, en fait, c'est crétin, parce que je vais dire bêtement l'hypocrisie, la fourberie et tout, mais en fait, il y a d'autres trucs que je déteste dans la vraie vie, du style... Non, il faut répondre Ce que perfectionniste. je préfère, par exemple, c'est le savez steak tartare, mais donc il doit y avoir un truc que je déteste, donc je voulais faire un petit truc drôle, mais vous m'en avez pas laissé le choix. Je déteste les gens qui ont une conscience trop aiguë de leur propre intérêt. Et quelle que soit la question que vous leur posez, dans leur tête, ils prennent quelques secondes, ils la reformulent en disant « Qu'est-ce que ça peut me rapporter? Quel est mon intérêt? Qu'est-ce que je vais répondre ?» Ça m'exaspère. Ça me donne des boutons. Voilà. Oui, bon, j'ai pas réfléchi. Toujours la fourberie, l'hypocrisie, je déteste. Je préfère qu'on dise les choses. Vous avez dit même quand on n'est fourberie, pas ça vous d'accord. fait rire, Pierre. J'ai dit la Valérie Pécresse, c'est ça? Vous pensez à Valérie Pécresse en insincérité? Vous savez, si vous voulez absolument qu'on parle de Valérie Pécresse, moi je peux tenir une demi-heure. Hein, mais... Parce que vous l'avez bien connu. Non, mais je pense que j'avais... J'ai écrit, le jour où elle a gagné la primaire, et Pierre est témoin, j'ai écrit qu'elle fera la campagne de Royal et le score de Hamon. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. Oui. Tu vas gagner. Je partage votre prédiction. On a un pari entre... Moi, c'est 6%. Pardon ah oui, moi j'ai dit Pierre, en c'est dessous 8. 10. Oui, Pierre, c'est 8, moi, c'est 8%, 6. ouais. Voilà. Mais donc, on peut en parler très longtemps si vous voulez, parce que je sens que depuis tout à l'heure, vous essayez de la placer. C'est bien, mais, du coup, là, on a pris tout le monde à témoin. Non, non, Voilà. Moi, nous c'est savons, pas- on a des points communs, la boule, etc. Donc, je dis pas de mal de Valoche. Allez, Et pour cette dernière question, dites-nous, quel est votre rêve de bonheur? allez, votre rêve de bonheur. Au début, j'ai trouvé ça un peu niais comme question. en Oui, vrai. c'est moi qui l'ai fait. je vous Ouais, remercie. c'est un peu niais, Martial. Franchement, votre rêve de Ouais, c'est bonheur. ça. Non, mon rêve de bonheur, là, à court terme, c'est quand même la victoire des idées nationales le 24 avril. Voilà, et évidemment. Marine Le Pen, t'as le tutu, tu as le tutu. Oui, Alors, les enfants, bien sûr. Non, mais voilà, qu'il y a un changement de paradigme total, qu'enfin les Français reprennent la maîtrise de leur sécurité, de l'immigration, de l'éducation nationale. Oui, qu'il y a un vrai changement enfin, dans ce pays et que la France retrouve ses lettres de noblesse, sa volonté d'investir, qu'on arrête d'être déclassé, qu'on ne soit pas nul en géopolitique ni à l'intérieur. Oui, qu'il y a un vrai changement. Bon, c'est bientôt, hein, 45 jours, ça va. Donc, ça- feu d'artifice bien. sur la rade de Toulon Feu le 24 avril. d'artifice, D'accord. oui, on s'y Possiblement. colle, enfin voilà. Je veux dire, Possiblement. Si les planètes sont en phase. Je répondrai avec la citation du disparu Karl Lagerfeld. Moi, le bonheur, j'ai pas cette ambition. Mais comme ça serait un peu court, jeune homme, je rajouterai une définition. Merci parce pour que jeune homme, hein, ça, je te le disais. Non, mais je regardais je Pierre. crois qu'il regardait Moi, je te Pierre. serre la main, je te donne- c'est moi qui veux. J'étais prêt de serrer la je regardais peluche. Pierre. Je me suis dit ça. Ah là, vraiment, t'es vraiment devenu un Non, pote. c'était pour rebondir sur Cyrano. Je glisserai une définition du bonheur que j'ai pas entendue et que justement, à force de ne pas trouver, j'ai écrite. Et j'en discutais dans un café littéraire avec une prof de philo qui m'expliquait que personne ne l'avait défini, y compris Alain dans son très mauvais propos sur le bonheur. Et j'avais dit, mais moi je l'ai. Elle m'a dit, non, tu ne peux pas l'avoir parce que personne ne l'a écrite. Et je te dis que moi je l'ai. Et alors le bonheur est selon moi la sensation qui survient à la conjonction de 3 conditions. Une condition objective, une condition subjective et une condition arbitraire. Il faut objectivement que ça aille à peu près bien. Parce que si tu viens de perdre une jambe ou que tu meurs de faim, ça va être compliqué. 2, il faut que ce qui vient de survenir objectivement te fasse particulièrement plaisir à toi. Parce que si, par exemple, je reçois une somme d'argent, mais qu'en l'occurrence, moi, ça va, cette somme ne me fera pas vraiment très plaisir. Et en plus de l'objectif et du subjectif, il faut que se produise quelque chose qui ne dépend pas de toi et qui va iriser ça en bonheur. Ça peut être un appel de quelqu'un qui t'a manqué, ça peut être un rayon de soleil, ça peut être une nouvelle aux infos, une notification qui tombe sur un téléphone. Et quand tu as l'objectif, le subjectif et l'arbitraire, tu es heureux, ça dure 10 secondes et après, il faut attendre 10 ans. Voilà, bah, merci pour les conseils. C'est pas un conseil, c'est une définition que j'estime Alors on va la noter tous. Hein. légitime et que je vous invite à, Bah, du coup, à vous êtes discuter heureux ou tous à les débattre. 10 ans, c'est juste, hein? Ah non, Mais vous l'avez jamais été non plus. Bah, hein, si, je tout vais le dire. temps, vachement Votre plus. bonheur, c'est le feu d'artifice du 24 avril. Il reste encore hypothétique, malgré tout. Non, non. Non, On y va. D'accord. Eh bien, écoutez, on va voir ça. On va poursuivre nos débats. À tout de suite. Le règne des nouveaux intolérants? Un magazine vient de titrer sur les nouveaux intolérants, ces juges de la pensée qui rêvent de réduire au silence ceux qui ne pensent pas comme eux. Assiste-t-on au renforcement ou à la victoire d'une gauche idéologique qui
qui veut imposer de manière sectaire ce qui est culturellement et politiquement juste et bon. Où vit-on les derniers feux d'aboyeurs à la dérive qui prêchent dans le désert et contre les opinions majoritaires ? Voilà. Alors, Madame, Messieurs, la question qui est posée est de savoir s'il y a un renforcement au nom de la cancel culture, ce qu'on appelle la culture woke, de la chasse aux sorcières des malpensants, ou au contraire, un rééquilibrage médiatique réel amplifié par le recours à des espaces certes de liberté surveillés, mais quand même de liberté, comme les réseaux sociaux, ou par l'émergence de la presse alternative, TV Liberté, en étant l'exemple. Je vous laisse réfléchir à cette phrase de Mathieu Bock-Côté, parce qu'il est maintenant cité partout, pourquoi pas ici non plus. La gauche a été si longtemps dominante qu'il lui suffit d'être contestée pour se croire assiégée, et la droite et les droites ont été si longtemps dominées qu'il leur suffit d'être entendues pour se croire dominantes. L'avantage de la gauche, c'est qu'elle conserve le pouvoir idéologique et normatif, même quand elle perd les élections, et conserve aussi d'ailleurs ses bastions, comme le service public. Voilà, donc est-ce que c'est le règne des nouveaux intolérants ou rien de nouveau sous le soleil ? Vous qui êtes soumis à la censure, qui avez été censuré, même jeté vulgairement, pardon du terme, de la télévision, où vous étiez sur M6. Oui, mais on file la télévision, comme disait Ardisson, on arrive en limousine et on finit en taxi. On ne peut pas être jeté proprement de la télévision, c'est toujours très fourbe. J'ai pas de contre-exemple à cette règle. Non, alors sur le thème de la censure, j'ai envie de dire, c'est pas une simple provocation, il y a une idée derrière, que la censure officielle m'inquiète moins que l'autocensure. Parce que la censure officielle, il y a toujours moyen, en étant un petit peu malin, de capitaliser dessus et de fourbir ses armes et de la transformer finalement en argument de campagne. C'est-à-dire, je ne dois pas avoir tout à fait tort puisque je suis censuré. Je dois être dans le vrai puisque mes adversaires m'attaquent. Je ne ferai l'affront ici à personne de rappeler que la politique, c'est désigner l'ennemi, Christopher Lasch. Ce qui m'inquiète en revanche beaucoup plus et qui n'est pas sans rapport avec le vote utile ou le vote idiot ou le vote Macron, c'est l'autocensure. C'est-à-dire de faire intégrer au sujet des ornières mentales desquels il ne sortira pas par menace extérieure, mais simplement parce qu'il a intégré que ça serait dans son propre intérêt de s'auto-censurer. Et ça, je l'ai vécu dans les médias traditionnels, et je le vis maintenant désormais un petit peu comme vous, Télé Liberté, sur YouTube, puisque nous avons internalisé les lignes rouges. Parfaitement. Nous savons exactement les mots que nous ne pouvons prononcer. Nous savons les gens que nous ne pouvons citer. Nous savons à peu près... il y a la ligne rouge, il y a la zone grise et la ligne verte. Donc on essaie d'évoluer entre le vert et le gris foncé sans arriver dans le rouge. Et ça m'inquiète beaucoup plus parce que il y a eu une pierre d'achoppement au XXe siècle, une pierre de touche. Le pouvoir ne dépend plus tellement de la force de celui qui l'exerce, mais de la faiblesse et de la passivité de celui qui le reçoit. Et en acceptant le principe de s'auto-censurer pour ne pas disparaître d'un média, on prête le flanc, on intègre la logique de faiblesse, et ça me dérange, et je n'ai pas encore trouvé de solution alternative. Le réseau social Truth de Donald, de M. Trump, est en train de sortir. Sera-t-il un feu de paille ou pas, on ne sait pas. C'est dans les prochains jours, on verra bien si c'est une alternative de poids à Twitter. Mais enfin, même si ça l'était, il manquerait une alternative de poids à YouTube, il manquerait une alternative de poids à Instagram, il manquerait une alternative... Et donc, du coup, je suis plus outré de la capacité des gens à continuer de porter un masque, alors que, un, ça n'est pas obligatoire, et que, deux, il n'y a aucune efficacité, il y a aucune preuve d'efficacité dans le public. Ça, c'est de la contrainte intériorisée qui me terrorise beaucoup plus qu'à l'époque où les policiers me disaient votre masque. Parce que ça, à la limite, on peut communiquer dessus, on peut le filmer, on peut le montrer, on peut créer une coalition, on peut rebondir dessus. Quand c'est internalisé, c'est invisible, et les poisons invisibles sont les plus dangereux. Alors la bonne nouvelle, vous avez raison Stéphane, la bonne nouvelle c'est que nous savons par exemple que sur YouTube, j'ai dit d'ailleurs au cours de ce Bistro Liberté, j'ai dit à Pierre, attention, on est sur YouTube, oui. Donc ça on ne peut pas y aller. Et alors quand on y va, quand on dit ces choses-là, nous choisissons d'aller sur d'autres plateformes. Nous trouvons. Et notre survie, là je le dis aux téléspectateurs, c'est la capacité qu'ils ont à nous suivre. C'est-à-dire que quand on n'est plus sur YouTube, aller sur le site tvliberté.com et de nous retrouver sur la plateforme où nous avons diffusé notre émission. Pour l'instant, je vous dis une réalité, je prends deux petites secondes, quand on n'était plus sur YouTube et qu'on disait aller sur telle plateforme, voir l'émission, nous perdions 80% de nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous en perdons plus que
20%. C'est exactement l'inverse. 80% des téléspectateurs nous suivent. C'est-à-dire que voilà, il y a déjà un mode de riposte et de résistance. Mais il est vrai que ça ne retire rien à ce que vous avez dit. Quand on veut être sur YouTube, on ne peut pas tout dire. Et nous avons bien évidemment parfaitement les clés de ce qu'on peut dire et de ce qu'on ne peut pas dire. Laure Lavalette, toujours sur ça. Est-ce qu'il y a le règne des nouveaux intolérants ? Je rejoins complètement ce que vous disiez. Je pense que même si le confinement n'avait pas vraiment été décrété tel quel, avec des sanctions à la pluie, la peur de se faire, d'avoir la délation de son voisin et même la conviction profonde qu'il fallait le faire, aurait suffi, je suis sûre. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est fascinant, mais qui est terrifiant. Il y a des fois, on se demande est-ce qu'on peut sauver un peuple qui veut pas être sauvé. C'était une question. En informant vraiment ? En informant vraiment, mais c'est une question que je m'étais vraiment posée. Je vais vous dire, quand Marion Maréchal a perdu les régionales 3 semaines après le Bataclan. Vous vous souvenez, le Bataclan, qu'est-ce qu'on a connu de plus horrible que le Bataclan ? Enfin, on a été touchés dans notre cœur, dans notre, Paris, dans notre chair, dans notre peuple. Et 3 semaines après, Marion Maréchal, qui n'était pas clivante, qui faisait partie des personnalités préférées des Français, perd les élections. Et c'est vrai que là, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut vraiment sauver un peuple contre son gré ? Donc c'est une vraie question. Alors effectivement, il y a des espaces de liberté comme vous, mais il y a un tel rouleau compresseur de l'autre côté. Et le rouleau compresseur le plus gros que je connaisse, c'est l'éducation nationale. Moi, j'hallucine. J'ai un fils là qui est en 4e. On a fait Maupassant, Contes et Nouvelles, donc c'était Auchan, La Parure, c'était sur l'enfance volée quand les bourgeois et les aristocrates n'arrivaient pas à avoir d'enfants, ils allaient chercher un enfant paysan. Voilà, donc il y avait 5-6 nouvelles, il y avait un dossier thématique, Schengen, les migrants. Et en fait, c'est comment voulez-vous, quand vous passez autant de temps à l'école, arriver à être hyper lucide en sortant de là, si vous n'avez pas des parents, des amis qui vous disent « Attends, tu devrais aller voir ça, tu devrais aller te renseigner ». Moi, je trouve qu'un jeune qui sort de l'éducation nationale, qui vote pour la première fois et qui ne vote pas Emmanuel Macron, c'est un héros, quoi. Bon, sauf qu'entre-temps, il allait en boîte de nuit, il s'est fait casser la gueule en sortant parce qu'il n'avait pas la clope qu'on lui avait demandé. Et oui, la réalité. Donc, effectivement, la réalité, voilà. On peut demander aux cocardiers, là, c'est la cocarde étudiante, ils savent ce qu'ils vivent. Évidemment, la réalité, ils veulent pas Macron. Bien sûr. Non, mais moi, j'en suis presque à dire à mes filles de prendre des clopes pour en avoir alors qu'elles fument pas. Il y en a une qui fume quand même. Donc quand même, voilà. Mais je pense que quand il y a ce rouleau compresseur et mine de rien des médias mainstream, c'est dur de lutter, je pense quand même. Hein. Pour filer la métaphore de l'embrasement, moi je crains que ça ne s'embrase pas, je crains que ça se consume sans flamme. Ouais. Et quiconque a une cheminée, c'est qu'en fait c'est le pire, c'est que vous cramez votre sac de bois et vous avez eu que de la fumée et de la cendre et vous n'avez même pas eu de feu. Et je crains que le bois dont est fait le français de 2022 fasse de la cendre et de la fumée, mais pas de feu. Oui, mais c'est difficile de faire autrement. Pardon, Pierre. Pour relancer un feu qui n'a pas de flamme, mais uniquement de la fumée, on souffle dessus. Et je crois que c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut... Ça marche bien entre nous, t'as remarqué ? Et je rebondis sur ce qu'a dit, ce qu'a dit à très juste titre Stéphane Edouard, et j'irai même plus loin. Je crois qu'il faut arrêter de chercher des médailles ou des titres honorifiques de la gauche. Il faut arrêter de raisonner comme eux. On pourrait même d'ailleurs faire un parallèle avec les parrainages en ce moment et arrêter de se dire c'est la démocratie, il faut parrainer tout le monde, etc. Roussel et Hidalgo ont fait passer le message. On vous fera sortir de l'élection si on y arrivera. Et on fera tout pour que vous ne puissiez même pas y participer. Donc il faut arrêter de penser que la gauche est un adversaire honorable et qu'il faut lui ressembler, ou qu'il faut se faire accepter par elle. Et en cela, Marine Le Pen et Éric Zemmour, tous les deux, beaucoup plus Éric Zemmour, c'est vrai, ces derniers temps, mais sont 2 exemples extraordinaires de refus de soumission et d'exemples très inspirants. Alors qu'est-ce qu'on peut faire face à ces intolérants, face à ces rouleaux compresseurs dont tu parlais ? Il y a 3 choses, 3 postures, 3 comportements. D'abord, on pourrait se plaindre. On se plaint. Il y a des gens qui se plaignent, c'est pas bien, ils ont viré un tel et machin. Et alors, tu vas faire quoi ? Ils nomment les patrons de chaîne, ils ont l'éducation nationale, et alors ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Rien. Tu vas te plaindre et puis tu vas passer à la suite. Ensuite, on peut l'accepter. C'est le feu qui se consume, c'est le bois qui se consume sans flamme. On accepte et on meurt, on disparaît. Alors il y a des gens comme ça, je ne vais pas les citer ici, mais il y a des gens comme ça qui, le bateau coule, c'est Michel Onfray par exemple. Le bâton coule, mais mourront avec... pas les citer, mais c'est Michel Onfray. Mourront avec dignité. Moi, je pensais à un autre, mais je vais faire attention à ce que je raconte. Il faut lui donner des secrets, je ne peux pas les dire, mais crac. Mourront avec dignité, jouons la chose, et puis tant pis. Il y a des gens comme ça qui se retirent... Mais Michel Onfray, qui alors ? Qui se retirent du monde, qui se retirent de la vie politique, et qui arrêtent de penser à tout ça. Et puis il y a une troisième possibilité, et c'est là où je vais peut-être rendre hommage à TV Liberté, mais pas qu'à vous, c'est d'attaquer, de cancel les cancellers, d'attaquer de front. Quand un homme à droite va être accusé d'avoir fait un dérapage, quand quelqu'un va dire à la télé quelque chose qui ne plaît pas à la doxa, mais que nous trouvons ça juste, eh bien, tenons bon, soutenons-le,
Quand quelqu'un est condamné pour un délit d'opinion, on s'en fout. Quand quelqu'un va prendre à la 17e chambre 2 ans avec sursis, je m'en fous. Je continue à voter pour lui. Et quand un tel va se faire... Et je continue à payer ses livres. Et je continue à regarder ses vidéos. Et en fait, je ne me soumets pas à cette doxa. Il y a plein d'exemples, notamment aux États-Unis. Là aussi, je ne voudrais pas les citer pour ne pas dire de bêtises, mais de youtubeurs ou de podcasteurs qui participaient sur des grosses plateformes et qui avaient 3 ou 4 millions d'auditeurs. Et quand il y a eu des petits dérapages, quand il y a eu des choses qui ne plaisaient pas, même pas forcément des bêtises, mais vraiment des choses qui ne plaisaient pas, il y a eu cette pression. Vous connaissez les Sleeping Giants, sur CNews notamment. Il y a eu des pressions qui ont été exercées contre à la fois les actionnaires, contre à la fois les participants à la chaîne, contre à la fois les personnes qui y travaillaient. C'est vraiment le cas de CNews. Qu'ont fait les dirigeants de CNews? Ils ont tenu bon. Et tous les publicitaires qui se partaient parce qu'il y avait tel ou tel invité, quand ils ont vu que ça faisait 500 000 ou 800 000 à 19h, ils sont revenus. Parce que le capitalisme reste le capitalisme, même avec beaucoup de vertus. Et c'est ça qu'il faut faire, même je quand crois. il est breton. Et c'est arrêter de se soumettre, pousser les gens de chez nous. On ne fera pas croire que dans toutes ces entreprises où il y a maintenant des stages en inclusivité, des formations, des séminaires... La famille, quelqu'un de ma famille récemment qui m'a raconté avoir passé une journée entière dans sa boîte, grosse boîte parisienne, à un stage d'inclusivité. Je ne suis pas sûr que j'ai commenté ce type de stage et j'ai fait jouer mes auditeurs avec. Je ne suis pas sûr que tous les RH et que tous les PDG, que tous les patrons du CAC 40 soient des woke en puissance complètement tarés. Je ne suis pas sûr. Non, et je ne pense pas que c'est même ce qu'ils recherchent. Alors tenons bon, disons-leur à eux aussi qu'il y a un autre chemin, qu'il y a un autre comportement et qu'on n'est pas obligé de céder à tous les délires. Encore une fois, c'est un peu ma marotte. C'est un peu ma marotte, mais je pense que le réel, encore une fois, se fracasse, notamment au wokisme, par exemple. Et je pense que ça a un peu commencé sous François Hollande, quand on a connu ces vagues d'attentats. C'était un peu quand même le totem du multiculturalisme apaisé. On s'est bien aperçu que c'était pas si simple, quoi. Typiquement, on a encore eu des fémènes, nous, là, au meeting de Marine Le Pen à Reims. Il reste des fémènes. Bon, voilà, côté nostalgie, peut-être. MeToo, voilà, cette espèce, la radicalité complètement... dévoyé du néo-féminisme. Dont l'instigateur principal est un homme, d'ailleurs. Est un homme, c'est très rigolo. On peut voir aussi avec les véganes, les antispécistes. Enfin, on vit quand même dans un monde un peu taré quand on voit qu'ils sont allés, vous vous souvenez pas, dans les boucheries. Enfin, je veux dire. Et à côté de ça, voilà, ça se fracasse au réel parce que y a un petit bon sens quand même on se rend bien compte que tous les totems de la gauche touche pas à mon pote Manu Chao. On voit bien que ça marche pas. Sauf qu'il y a quand même un problème. Typiquement, il y a un film qui vient de sortir de Marina Foïs là, qui s'appelle Il est vivant, ou Ils sont vivants. Ils sont vivants. Et en fait, c'est ça. Et en fait, c'est une ancienne sympathisante de Roubaix qui tombe amoureux d'un migrant iranien et qui donc va quitter le Rassemblement national parce que vous n'avez pas rencontré l'Iranien, c'est pour ça que vous êtes encore au RN. C'est ça. Mais en fait, c'est ça où on a quand même du mal à lutter parce qu'en fait, c'est vraiment la force du gauchisme quand même. Et c'était vraiment de préparer, de s'infiltrer partout dans la société. Gramsci en parle très bien. Tout ça financé par le CNC, par les télévisions. La révolution marxiste n'étant pas arrivée, finalement, on va faire la révolution dans les consciences. Et effectivement, c'est difficile quand même de lutter. Une victoire culturelle avant ce que tu as envie. D'accord. Mais attention, parce que... Et la gauche a quand même toute la métapolitique. D'accord, mais vous voyez, moi, j'essaye parfois de passer du temps avec des gens qui ne sont pas politiques. Et je suis allé au ciné récemment, pas pour voir ça évidemment, mais ça fait 6 mois depuis le Covid que j'essaie de retourner au ciné. Et on a, avant le début du film, 20 à 30 minutes de trailers, de bandes-annonces au cinéma. Et on a les 2 blockbusters américains du moment, et on a 4 à 5 films sponsorisés France Inter, CNC, Canal+, M6. Et en fait, j'étais avec un camarade qui me fait une remarque, qui me dit, mais en fait, tous les films français parlent de mères seules, de pères alcooliques ou déprimés, de solitude, de découverte de l'étranger, et tout est gris. Parce que c'est la condition sine qua non du sponsorat, du mécénat par le CNC. Exactement. Il y a des demandes, il y a même des quotas maintenant, je crois. Et ben, vous voyez, c'est au Cheyenne Marie Caron. C'était très intéressant. Il m'a dit, mais de quoi ils parlent? Qu'est-ce qu'ils racontent ces gens? C'est déconnecté de la vie. C'est un peu ridicule. Et je pense que ce film-là sur une militante RN qui aurait rencontré un Iranien et qui du coup parce qu'en fait, sa seule condition politique, c'était la haine de l'autre et le schéma mental habituel. Et ben, moi, je pense qu'il faut que les gens voient ça. Parce que si c'est ça qu'ils ont... ils vont le voir. Ça sera sur TF1 20h30. Je pense pas, parce que généralement, ce genre de truc, ça fait 100 000 entrées en salle et en fait, il n'y a personne qui regarde. Non, c'est parce que c'est vendu. Mais puis parce que c'est vendu à France 2, que c'est vendu... Ça marche pas. Mais c'est vendu, bien sûr, mais c'est avec les impôts que vous avez payés cette année, Marcel. Mais en réalité, moi, je suis pour que les gens voient ça, parce que si c'est ça qu'ils ont à nous opposer...
Oui, mais moi, je voudrais que les gens voient ça avec un esprit critique. Et je peux vous assurer que vraiment, quand on sort de 10 ans d'éducation nationale, et si votre famille ne vous éclaire pas un peu, vous n'avez pas vraiment cet Allez esprit voir critique. Spider-Man et Doctor Strange. Non, mais c'est abrutissant, mais au moins on est bien. On parlait, je veux dire, tout ce qui est PMA, GPA, tous les sujets sociétaux, ils sont préparés en amont, Oui, évidemment, par les téléfilms. On va avoir trois téléfilms hyper larmoyants. Moi, j'ai bien eu un chien parce que mes enfants m'ont fait regarder l'Incroyable Voyage où c'était trop mignon. J'ai fini par dire oui pour un chien. Bah, en fait, c'est exactement la même chose. Ça procède. Mais ça s'appelait pas Douglas le chien. Non. Il vient de voter Pécresse, je l'ai viré. Je l'ai viré. C'est fini. Ah, Douglas. Moi, ça va faire ma semaine, Douglas. Ça va faire ma semaine. Alors ça, Valoche et Douglas, c'est vraiment le film de aller voir. Bon, Pierre Gentillet, pardonnez-moi, parce que j'ai été désagréable avec vous. Je vous ai rappelé vos liens avec Valoche, et donc vous m'en voulez énormément. Vous m'avez rappelé ce qui n'existe pas. Voilà, donc je vais encore me faire avoiner en sortant de ce Des gens qui vont studio. le croire, c'est terrible. En plus. Non. Alors je dis tout simplement, Recevoir c'était des une messages. plaisanterie. C'était un fake. Une fake news. Fake news. Et je vous attaquerai pour ça, mensonge. absolument. Et vous m'attaquerez pour cela. vous êtes le shake news de ces news. Voilà. Bravo. Allez, continuez. Est-ce que ces inquisiteurs, vous les rencontrez maintenant? Oui, sur Vous le en plateau. êtes hein. Vous en êtes de Bon, je ces- ne sais pas si je suis un inquisiteur. Vous trouvez que je suis un inquisiteur Non, moi mais vous en êtes parmi ces inquisiteurs. Éveilleur, monsieur, quand même. Un éveilleur, voilà. Ouais, un éveilleur. ouais, Hier soir, par franchement. exemple, j'étais sur le service public. Enfin, hier soir, il y a quelques Mais oui, mais soirs, vous avez j'étais des sur le mauvaises service public. fréquentations, j'ai toujours su. Oui, mais écoutez, pourquoi pas moi, Votez Marine, Moi, en on fait, va le moi, ça me dérange privatiser. pas parce que moi, j'aime bien, je préfère en fait me confronter avec des opinions radicalement différentes des miennes. remarqué. Parce qu'en fait, c'est pas les gens avec lesquels je débat forcément sur ces plateaux qui m'intéressent. C'est plutôt, moi, je suis vraiment dans une approche politique. Ce qui m'intéresse, c'est, je ne pense en fait sur les plateaux que, sauf ici, bien évidemment, mais je ne pense que aux gens qui regardent. Parce que mon objectif, c'est de convaincre. Mon objectif, c'est d'avancer. Mon objectif, il est culturel. Comme l'objectif de la gauche culturelle, c'est précisément les gens qui regardent et pas du tout, vous, votre avis, on s'en fiche de ça. Mais moi, je suis, encore une fois, assez positif, optimiste, parce que j'ai l'impression que la situation, en particulier depuis 2 ans et demi, a un peu évolué. Je trouve qu'il y a des sujets qui étaient tabous hier, qui ont vraiment évolué. Et vous voyez, typiquement, la question du grand remplacement, c'est quand même le phénomène le plus impressionnant depuis, Ça existe depuis ces dernières années. Je m'y attendais, C'était Martial. un tabou, pardonnez-moi, c'était un tabou il y a encore 1 an et demi, sur les plateaux télé, évidemment. Et puis il y a eu le Harris. Sur les plateaux télé, exactement. Et en fait, il y a eu le sondage, 67% des Français considèrent qu'il y a un grand remplacement. L'étude de France Stratégie, qui, elle, a bien montré qu'effectivement, le phénomène migratoire, qui était une théorie du complot, en réalité, c'est un fait statistique. C'est pas Et ils si le vous voulez, considèrent, hein. ça, c'est apparu sur différents médias mainstream, ça a même été repris au niveau de BFM TV. C'est dire. C'est vous dire, C'est non, mais c'est vous dire jusqu'à C'est quel dire. point ça ira dire. On a même posé une question au président de la République. Valérie Pécresse l'a utilisée dans ses meetings. Donc en fait, vous voyez, en fait, la gauche Attali culturelle. aussi, Voilà. Attali aussi. Attali, mais alors c'est très intéressant parce qu'Attali, justement, il a fermé la boucle. Il a posé le marqueur. Attali, il a dit pouvez y aller. c'est positif. Et moi, c'est ce que pardon, c'est pas moi qui lance ces débats, mais j'ai dit et je leur dis en fait, le débat n'est pas de savoir est-ce que le grand remplacement, il y en a un ou il y en a pas. Et Attali l'a compris. C'est est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, parce qu'on ne débat pas sur les faits. Et les faits sont têtus, comme disait l'autre. Donc là, en fait, il faut même jouer le coup d'après. Donc vous voyez, on va tellement vite, j'ai l'impression que ça avance plutôt positivement, parce qu'il y a des chaînes qui en parlent, et aussi parce que les chaînes, faut pas naïf, ont compris qu'il y a tout un mouvement alternatif, que les gens se sont fait leurs propres médias. le réel, ouais. Que malgré toute la censure, malgré la censure sur Twitter, sur YouTube, etc., sur Facebook, malgré ça, ils ne peuvent pas tout bloquer. Ils n'ont pas la capacité pour enferrer autant de personnes. Alors, est-ce que ça voulait dire c'est aussi le fort côté la liberté cocotte minute, d'expression. c'est-à-dire qu'on soulève le petit bitonio de la cocotte minute pour pas que ça explose, quoi, c'est ça? De quoi Voilà, c'est-à-dire qu'on tient compte quand même que oui, ça. on de tient tout ça, compte, et donc mais on ils peuvent en parle pas, un mais tout ils peuvent petit pas peu. tout bloquer. Mais ils ne peuvent pas tout bloquer. Et par rapport à la gauche culturelle, moi je vais vous dire une chose. Là, moi, c'est mon avis, je pense qu'elle se tend, elle se raidit avec l'arrivée du wokisme, mais pas seulement. Le service public est vraiment, vraiment beaucoup plus à gauche ces 2-3 dernières années. D'accord, Enfin, mais il suffit de regarder Printemps. Oui, mais France encore une fois, Inter, moi, c'est la première radio de France. Je suis d'accord, mais France Inter, ça fait un bout Oui, de temps. mais Mais c'est moi, la première radio de France. ça me Ça dérange pas correspond à s'il une y avait réalité, un non équilibre. Le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas cet équilibre. Et surtout, mais Oui, ça, c'est c'est pas ce que dit seulement le fait qu'il Elisabeth soit de gauche, Lévy. c'est qu'il se raidisse, il se radicalise. Mais pourquoi il se radicalise? Il se radicalise, il se tendent parce qu'ils paniquent, parce qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, électoralement, sociologiquement, la gauche se rétrécit énormément. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi
offensifs, aussi intolérants, bon, ils l'ont toujours été, mais alors là, vraiment, encore plus qu'avant, vis-à-vis de toute pensée qui est contraire à la leur, qu'il s'agit d'ailleurs de la gauche culturelle ou de la gauche politique institutionnelle, comme on l'a rappelé avec Anne Hidalgo sur les parrainages, et qui au fond, se fiche bien et qui appelle à ce qu'Éric Zemmour n'ait pas de parrainage. Donc, vis-à-vis de ça, moi, je pense que, si vous voulez, et là, je rejoins totalement Pierre, il ne faut pas utiliser les mêmes armes que la gauche. Moi, je ne supporte plus, mais à tout niveau, les gens qui parlent d'islamo-fascisme, les gens qui utilisent les mêmes mots que la gauche en permanence, le mot racisme, machin, etc. Il faut arrêter, tant sur la forme que sur le fond, de mimer la gauche, parce que c'est pas en mimant la gauche qu'on lui plaira et qu'elle arrêtera de nous attaquer. Ça, c'est une posture de soumis. Donc, on ne prendra pas cette posture-là vis-à-vis de l'hégémonie culturelle. Il faut mener une guerre totale. Il n'y a pas d'autre solution. Et c'est ce qui est en train de se passer à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois sur d'autres médias. C'est pour ça qu'on a des personnalités qui ont émergé ces dernières années. Et surtout des thèmes qui n'existaient pas avant, parce qu'en fait, le combat a été mené. Et le combat doit continuer à mener contre, je le dis, cette hégémonie culturelle de la gauche. C'est pas en s'excusant qu'on fera avancer les choses. C'est ce qu'a fait la droite pendant très longtemps. C'est pour ça que c'est en train de changer. C'est maintenant, on assume. Oui, c'est pour ça qu'elle est morte, mais parce que je pense que assume. c'est ce qu'elle a voulu faire pour essayer de plaire à cette gauche, où ça a été une soumission de la droite totale. Ce que dit Pierre Gentillet, vous êtes sur M6 pour présenter une émission, vous êtes plus sur M6, ben vous montez votre télévision, votre propre chaîne, et aujourd'hui vous êtes plus écouté, plus entendu que vous ne l'étiez à jouer sur M6. Ah non, on faisait 3-4 millions sur M6. Oui, mais enfin, c'était pas un message que vous délivreriez pas un message. Encore aujourd'hui, vous délivrez un message, vous délivrez des contenus, des opinions, des points de vue. Sur M6, marié du premier regard, c'était pas véritablement là que vous pouviez vous exprimer. Non, mais chacun a des factures à payer, et j'ai pas honte. Non, ça c'est sûr. Non, c'est sûr. Non, bien sûr. Un argument, c'est que tout ça a un prix. Vous avez raison. Bien entendu. Pour rebondir sur le discours de mon voisin, la gauche n'a pas que le bastion de l'école et du CNC. La gauche a un bastion, il y a un savoir-faire supplémentaire en matière de ce qu'on appelle désormais le soft power. J'ai relu il n'y a pas longtemps la collection de Pif de mon enfance et de Rahan, et j'ai été esbaudi de la quantité de messages cosmopolites et migratoires de Rahan que j'ai gobé gamin et que je ne voyais pas. À un moment où Rahan se laisse capturer par l'étranger au titre qu'il est peut-être pas forcément méchant. C'est complètement hallucinant. Et quand il est une bête, il crie c'est la lutte finale. Alors ça, je ne m'en souviens pas. Presque. Il y a un moment où tout le monde ne va pas atterrir dans le tamis TV Liberté ou le tamis de la chaîne YouTube de Stéphane Edouard ou le tamis de CNews. Nous restons relativement. C'est pas confidentiel, hein. Honnêtement, aujourd'hui, TV Liberté, c'est plus fort que LSP, et sur les réseaux sociaux, c'est Mediapart. Que LSP, la chaîne parlementaire, LCP, la chaîne parlementaire. Ce qu'il nous faudrait. Ou LCI par mauvais temps. Hein, voilà. Oui, donc, non, mais c'est pas pour vendre le produit. C'est pas pour vendre le produit. Hein, mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est plus d'abonnés que Mediapart. On parle un peu plus de Mediapart parce qu'on leur donne les poubelles, mais pas nous. Mais par contre, on est quand même plus fort que Mediapart. Hein. Non. Ce qu'il nous faudrait, c'est du carton. Ça bouge. Donc c'est en train de changer. Ah, moi, je trouve que ça bouge. Moi, je trouve que ça bouge énormément. Je trouve que vous en profitez. Hein. Parce que moi, je pense qu'il n'y aurait plus de Le Pen-Zemmour si on ne mettait pas le combat culturel aussi. Hein. C'est parce que c'est pas en collant vos affiches que ça marche. C'est parce que nous, par longueur d'année, les uns et les autres, mais vous le faites aussi, par ailleurs, conseil municipal, etc. Et ce combat culturel, moi, je le crois aujourd'hui. La métapolitique, comme on dit, et c'est aussi c'est ce qu'avait très bien compris la gauche. Je suis vexé, je suis humilié, je suis choqué, je réponds. Je me bats, je crie, je hurle. Je peux aussi faire, je suis encore jeune. Vas-y. Non, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il faudrait plus de presse populaire, de cartoons, de dessins animés, de séries populaires, peut-être dont nous ne serions pas le public cible, mais il faudrait que la base de l'entonnoir soit plus large. Je connais des influenceurs qui se sont donné cette propre mission. Il y a un Papacito, pour ne pas le citer, qui n'est pas mon meilleur ami. Enfin bon, il se trouve qu'on collabore, mais peut-être qu'on collaborera temporairement, peut-être plus l'année prochaine. Mais il faudrait que la base de l'entonnoir soit plus large et attrape également par les mêmes moyens que le camp d'en face, c'est-à-dire par la déconne, par le rire, que ce soit notre rire ou d'ailleurs ou pas,
par ce qu'on appelait avant les soap opéras, qu'on appelle désormais les séries Netflix. Typiquement ce qu'on appelle les mèmes sur Internet, les blagues, les images. C'est ce que vous faites comme avec ça. Furia, dans le projet Voilà. Furia, c'est ça? Et ça, on ne pourra pas y échapper, parce qu'à un moment, encore une fois, le public susceptible de regarder 1h30, 1h40 de débat sur Internet, c'est finalement peau de chagrin par rapport à pas celui... ça, parce que ça... Par rapport... Ne repars pas, Martial. On va perdre Martial, excusez-moi, par rapport J'ai à coupé celui... tout ce que tu as dit, ça fera plus 1h40, ça fera 1h. Voilà, très bien. Faisons ainsi. Par rapport à celui qui est susceptible de partager une BD avec ses enfants, Ouais, bien de sûr. scroller. On scrolle tous comme des idiots parfois le soir quand on n'a pas sommeil et on regarde des âneries. Et ben, si pas mal de ces âneries avaient comme Ouais, bien sûr. univers mental quelque chose qui ne soit pas 100% cosmopolite. Non, mais ne serait-ce que le beau, le bien, déjà. Voilà. ça serait différent. Ça serait un tunnel d'entrée au travers duquel on pourrait peut-être à la fin espérer retrouver quelques petits. Pierre va Voilà. le dire, mais c'est ce qu'a très bien compris Si je puis Netflix. me permettre, c'est exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un domaine sur lequel, parce que effectivement, la gauche culturelle serait dit, mais elle a perdu un peu de terrain. Mais il y a un terrain sur lequel, ces 5-6 dernières années, elle a mais vraiment beaucoup progressé. Et je trouve que, alors, ça a toujours été de gauche, mais alors là, vraiment beaucoup plus, c'est le terrain des séries. Et évidemment, la télévision française et le cinéma français. J'ai juste à voir là, le dernier film là, qui va sortir sur, vous savez, c'est l'hypothèse d'un candidat d'extrême droite qui arrive au pouvoir et le président qui est actuellement en place a 15 jours pour empêcher à tout prix l'extrême droite d'arriver. Et j'ai vu la bande-annonce et les extraits, mais c'est ridicule. Ces gens-là vivent dans un monde mais complètement facile. Ils sont ridicules. Non. Mais ce c'est terrain-là, par contre, il faut pas avoir tout qui baisse. Ce terrain-là, au contraire, je trouve que sur ce terrain-là, ils reprennent de la bête. Et Amazon, Netflix, il y a juste à voir Tolkien, par exemple Tolkien. Là, il y a une série qui va sortir, le Silmarillion. Moi, je ne la verrai pas. Je ne la regarderai pas. Je refuserai de la regarder. parce que vous êtes négatif. Parce que le wokisme appliqué à Tolkien, déjà, c'est ne rien comprendre à Tolkien. La relecture par le wokisme, je trouve que c'est une hérésie. Mais il y a des gens qui regarderont. Il y a des gens qui regarderont. Et ça, c'est vrai que pour le coup, ça va plutôt à notre débit qu'à notre crédit. Voilà. C'est juste. Je suis étudiant, je suis marié avec un garçon, mais je vis avec une fille. Mais J'ai tendance à c'est penser compliqué. qu'il faut vraiment, moi je le vis parce que aussi par mon âge peut-être et par mes fréquentations. Un tout petit peu discriminant de parler d'âge. Il faut C'est non. pas grave. Mais il nous fait ça régulièrement. alors, Oui, c'est ça. Un petit Ma peu jeunesse. discriminant. Quel âge c'est pas a-t-il grave. Quel âge Bon, avez-vous c'est pas, on 25 arrive ans. pas. 25 bon, ans, bah, d'accord. vous n'êtes pas jeune, donc... J'arrive vacciné. Plus sérieusement, moi, pour avoir expérimenté la chose, et notamment avec des amis qui sont vraiment dépolitisés, qui sont hors de cette bulle dans laquelle on vit tous, vous savez quelle est une des deux séries extrêmement populaires sur Netflix, par exemple, dont on a beaucoup moins parlé qu'une série comme Les Chroniques de Bridgerton, par exemple. 2 séries sur l'aristocratie anglaise. Downton Abbey Absolument. et The Crown. Ouais. C'est-à-dire 2 belles séries qui parlent d'histoire, qui sont d'un style réaliste. Et qui n'appartiennent pas à Netflix. Et qui n'appartiennent pas à qui sont pas des Netflix. productions Netflix. Et dans lesquelles on apprend des mots, ce qui est très rare de nos jours. Et ben, ces 2 séries sont 2 fois plus regardées et beaucoup plus connues que, par exemple, la fameuse série dont on a parlé Les partout, Chroniques, où voilà, certains où là, le personnages wokisme anglais était, du XVe siècle ne dégoulinant. Oh, sont pas européens. parce que la reine Eh bien, d'Angleterre est Voilà, africaine. Faut pas non on a plus, beaucoup parlé des Chroniques de Bridgerton et ça fait peur à beaucoup de gens, mais en réalité, je vous assure que le beau et le bien dont tu parlais tout à l'heure, on C'est reste recherché, Eh ben tant non, mieux. mais on mais reste des humains et si vous voulez, ouais, bien quand sûr. on me sert un truc mal cuit ou un truc oui. qui T'as est raison. en plastique, si vous voulez, au bout d'un En moment, une phrase, je peux me forcer, mais je le mange Si pas. je peux me permettre, tu as tout à fait raison et ça contrebalance un peu ce que j'ai dit et j'ai pas d'idée totalement arrêtée. C'est vrai que le dernier Star Wars, regardez, Ah la oui. dernière trilogie Star Échec Wars, total. c'est du wokisme. Et c'est une bouse, évidemment, c'est une énorme bouse. alors que Mais pourquoi Spider-Man- Parce qu'ils ont voulu faire de l'idéologie. Je vais pas faire toute l'explication de Star Wars, mais c'est tellement grossier, les références et ce qu'ils ont mis. Enfin, c'est vraiment l'empire du bien multiculturel C'est ça. contre l'empire nazi. Il y a la scène avec les nazis, à un Voilà, moment, ouais. c'est ridicule, mais justement, ça a été un bide. Donc c'est peut-être encourageant. Effectivement, je te rejoins sur ce point. Allez, il vous reste quelques secondes. Il va falloir, Laure Lavalette et Stéphane Edouard, en remerciant Pierre Gentillet et Pierre Marin de leur participation à ce Bistro Liberté, me dire en quelques instants c'est quoi la suite. Alors j'ai bien compris le 24 avril, mais au-delà du 24 avril, et j'ai bien compris aussi qu'au-delà de la chaîne Stéphane Edouard, quels sont les projets? Stéphane Edouard, vos projets? J'ai parlé de Furia, c'est quoi Furia? Alors, d'abord, pour rendre hommage à Valérie, c'est un charolais, un verre de rouge, parce qu'il semblerait qu'elle est désormais, elle nous est habillée en tant que telle. Non, les projets, on peut me retrouver dans une revue satirique, facile à lire, avec du fond, en librairie, une fois par trimestre, qui Le s'appelle... numéro 1 est sorti. Le numéro 1 est sorti, le numéro 2 va paraître après le deuxième tour, je crois. Voilà. Papacito, Stéphane Edouard, Marceau, Marceau, Laurent Berton Laurent Berton et quelques Julien autres encore. Rochdy et d'autres. Julien Rochdy.
Et puis sinon, on me suit sur les réseaux sociaux et asociaux. Et si je disparais de l'un, comme disait l'un des deux Pierre tout à l'heure, non, c'est vous qui le disiez, pardon, on fait l'effort d'aller me chercher sur un autre. Et on se serre les coudes entre nous. Et quand un soldat tombe au front, en général, je retweet ou j'essaie de participer à sa. Voilà, si on ne trouve plus la personne qu'on cherche, on la cherche. Voilà, c'est ça. C'est ça, on la cherche. Et vous, alors, à part le 24 avril, on a bien compris, vous êtes ministre de quoi après du 24 avril? Est-ce que c'est pour ça la politique? De l'éducation, non? De l'éducation. nationale. Vous auriez des aptitudes à le faire. Là, vous avez aussi le grand combat du handicap que vous menez depuis de nombreuses années. Oui, c'est sûr. Après, là, c'est tellement à court terme. Là, on cherche 45 parrainages encore. Moi, j'ai des préoccupations tout à fait simples. Si quelqu'un, les maires, je vous en prie, faites vivre la démocratie. De toute façon, ça fait 30 ans que je suis dans le combat national, donc je vais évidemment pas m'arrêter là. C'est passionnant. Je rejoins ce que dit Pierre. Il faut profiter de nos moments un peu médiatiques pour essayer de faire passer le beau, le bien. Par exemple, déjà, si on arrive à faire passer le beau, le bien, on aura gagné. Et continuer ce combat national... Voilà. En cas d'échec au deuxième tour, où on ne l'espère pas entre les deux, évitez de danser sur Jean-Jacques Goldman. C'est vrai, j'adore Jean-Jacques. Je crains que ça ait laissé des petites traces. Non, mais il ne faut pas s'arrêter à ça, ce serait dommage quand même. Ah non, mais moi je m'arrête à rien. Bon, c'est sur ça que ça se termine. Martial Bill, censuré, TV Liberté censuré, oui, quand on est censuré. Donc, vous le savez, je l'ai dit, mais je le répète, et il faut vraiment le faire savoir, quand on n'est plus sur YouTube, il faut revenir sur le site tvliberté.com, sur TV Liberté, et là, vous retrouvez nos programmes, et nous allons sur d'autres plateformes. Merci à nouveau de faire cet effort, c'est comme ça que nous vivons, et merci aux donateurs qui sont ici, de participer à l'effort commun qui nous permet, bien évidemment, de vous proposer des heures et des heures d'émission. Christophe Barbier, dis donc Ignace, Christophe Barbier, il est soigné, mais il le mérite. Et te fatigue pas, dit-il au penseur de Rodin, on pense pour toi. Et ça, c'est belle définition aussi, on pense pour toi. Laissez pas les autres penser pour vous. Si vous refusez notre pensée dominante, dit le policier de la pensée, votre intolérance sera rudement réprimée. C'est la Nouvelle-Zélande, ça. On n'en a pas parlé, mais quand même, n'oubliez pas les blindés, quoi. Les blindés dans Paris la semaine dernière, c'est pas possible. Les gens allaient voter. Je veux dire, ce qu'on a vécu là. Je sais pas, moi j'ai été hyper choquée. Non, ça n'a pas l'air de vous choquer, mais. Ça fait 3 ans qu'il y a ça tous les samedis dans cette ville. Non, mais là, c'est pas possible. Les images de gens. Est-ce que vous avez vu ce policier à côté qui a cassé la vitre du pauvre monsieur? C'était Si je peux me permettre, ça nous choque, mais ça ne nous surprend pas. Ouais, je suis d'accord, mais il faut pas qu'on. Mais il faut qu'on continue à être surpris. Il faut qu'on ait la capacité de rester choqué. Rester choqué, c'est hyper important. Bien sûr. On va faire à la police son vrai métier. Exactement. C'est-à-dire chasser le voyou. Et ils seront ravis de le faire. Vous, policiers de la pensée, ce ne sont pas les mêmes tout le temps. Vous n'aurez pas ma liberté de censurer. Voilà. C'est sur cela que nous nous quittons. Cette liberté, elle est intrinsèquement liée à notre télévision. C'est pour ça qu'elle s'appelle TV Liberté contre vents et marées. Merci Stéphane Edouard. Bon retour chez vous. Merci de l'invitation. Merci Laura Lavalette. Je voulais finir là-dessus, pardon. Non, mais TV Liberté, j'aurais dû dire qu'effectivement, je me battrai jusqu'au bout pour qu'on ait la liberté de penser, la liberté d'enseigner sans se faire décapiter, la liberté de critiquer sans finir comme Mila avec des centaines de millions, de centaines de milliers de... Voilà, et la liberté d'aller et venir quand on est une fille dans la rue. Enfin, évidemment que jusqu'au bout, je me battrai pour ces libertés. Voilà. Merci à vous, merci au public, merci aux techniciens, au réalisateur Sébastien qui a été avec nous ce soir. Et je vous retrouve très bientôt car nous avons repris TV Bistro Liberté et on se retrouvera donc maintenant au mois de mars. À très bientôt, merci.